Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo, on va s'intéresser donc au thème de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Tout d'abord, je voulais parler de ma dernière vidéo donc sur Q et Trump et sur l'opposition contrôlée qui a rencontré un bon succès. Surtout que voilà, faut tenir compte du fait que j'ai été absent pendant à peu près 2 ans sur la chaîne, donc les algorithmes YouTube n'étaient pas du tout en ma faveur. Donc je tenais à vous remercier pour vos commentaires très constructifs, sympathiques. Il y avait beaucoup de compliments, donc merci à vous. Je suis content que cette vidéo vous ait plu. Beaucoup ont appuyé donc mon retour sur la chaîne, donc je vais essayer de revenir pour faire des vidéos donc de temps en temps. Je ne sais pas encore si je reprends le format de revue de la semaine de l'époque ou si vous préférez une vidéo à thème un peu comme la dernière et puis un peu comme celle d'aujourd'hui. Je ferai un sondage là-dessus, donc n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous préférez plutôt le format revue de la semaine ou si vous préférez plutôt une thématique. Et donc après la vidéo sur Trump et Q, l'idée m'est vite venue de faire cette vidéo sur l'Ukraine et la Russie, pour plusieurs raisons. D'abord pour faire un résumé donc, de ce que l'on connaît, de ce que l'on sait aujourd'hui, pour en tirer les conséquences, et surtout répondre à cette question très importante. Donc se dirige-t-on vers la Troisième Guerre mondiale, comme on nous le dit, et puis quelle fin entrevoir à ce conflit? Et avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit prélude. Ce prélude, ça va permettre de parler un petit peu de la propagande et de l'importance de ce sujet. Donc vous savez très bien, hors du champ de la guerre, on sait déjà que on a été témoin donc, de la propagande à notre niveau, dans notre pays et même dans d'autres pays. Donc déjà, hors guerre, on sait déjà qu'il peut y avoir une propagande qui peut être très importante. On l'a vu ces dernières années. Maintenant, en temps de guerre, il faut vraiment s'imaginer que cette propagande, elle devient incontrôlable. Elle s'affole, toutes les données qui étaient à l'époque vérifiables, qui étaient fiables, ne le sont plus du tout. Trouver des informations factuelles deviennent très difficiles. Vous pouvez encore voir avec des historiens qui sont pas du tout d'accord sur telle chose qui s'est passée il y a des années et des années, malgré des écrits, malgré des documents qui sont déclassifiés. C'est très compliqué de parvenir à la vérité. Donc ça, faut l'avoir en tête. L'autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est que on va partir en fait du principe que des deux côtés, que ce soit l'Ukraine ou la Russie, la propagande, elle bat son plein. Le but de la propagande, c'est de vous faire croire tout simplement qu'il y a un camp qui représente le bien absolu, et puis qu'il y a l'autre camp qui est le méchant qu'il faut détruire. Nous, notre but, ça va pas du tout être ça va être d'essayer de se positionner sur ce sujet, sans tomber ni dans la propagande de l'un, ni dans la propagande de l'autre. Ce qui, je tiens quand même à le noter, est très difficile. Parce que souvent, la propagande, soit elle s'appuie sur donc des faits qui sont faux, c'est des mensonges éhontés, ou bien ça peut aussi s'appuyer sur des vérités, mais qui sont amplifiées ou qui sont déformées. Donc faire le tri entre tout ça, c'est assez compliqué. Mais comment on va faire pour essayer d'y parvenir? Ça va être d'essayer d'observer les faits avec un regard neutre, pour ne pas avoir un avis biaisé et se rapprocher du coup de la réalité. Je donne toujours cet exemple, je l'avais donné la dernière fois dans la vidéo sur Trump et Q. Quand vous avez un conflit entre deux personnes, si vous avez juste la voix de l'un, vous allez avoir un avis, et puis ensuite quand vous allez aller parler à la deuxième personne, vous allez avoir un avis qui va être tempéré, et avec tout ça, avec un peu de réflexion, vous allez avoir un avis qui est un peu entre les deux. Dans un conflit, il y a très rarement quelqu'un qui a raison sur tout et l'autre qui a tort à 100%. Et puis, je voulais aussi vous signaler que donc dans mes vidéos, j'utilise principalement des sources mainstream. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord parce que mon but, c'est de toucher le public le plus large possible et qu'avec un site complotiste.com, je suis pas sûr d'arriver à convaincre des personnes qui sont un peu réticentes. Alors que leur montrer des sources qui sont mainstream, qui peuvent aller vérifier par eux-mêmes, ça va plus avoir de portée pour eux. Et puis l'autre point, c'est un point qui me paraît important, c'est que ça souligne en fait un paradoxe. C'est-à-dire que vous allez le voir dans cette vidéo, comme vous l'avez déjà vu dans les précédentes, qu'il y a des articles qui sont mainstream, je parle bien d'articles de journaux, qui sont intéressants. Certains sont intéressants ou certains mettent l'accent sur un sujet qui est un sujet pertinent. En revanche, ça va être l'utilisation qu'ils vont en faire qui est fausse. C'est-à-dire que soit ils vont en conclure quelque chose qui est complètement faux. Je prends l'exemple des bases de la CIA là, qui sont sorties il y a peu de temps, sur ces 12 bases que la CIA a mis en place depuis 2016 à la frontière de la Russie. LCI qui en parle de ça, et leur analyse c'est finalement, heureusement que la CIA était là sur place, parce que comme ça, l'Ukraine a pu se défendre plus facilement. Sauf que la question, elle n'est pas là du tout, c'est s'il n'y avait pas eu ces bases-là, est-ce que la Russie serait intervenue? C'est plutôt ça qu'il faudrait poser comme question. Donc, ils parlent du sujet important, mais ils vont le détourner. Alors il y a ça, ou alors tout simplement ils vont vous donner une information, et puis ils vont pas la mettre en lien avec d'autres informations, ce qui donnerait une logique à cette histoire. Et donc c'est ce paradoxe sur lequel je veux insister, c'est que parfois on peut, avec des sources mainstream, démonter leur propre narratif, ce qui est quand même assez drôle. Et puis on va aborder 8 points dans cette vidéo, on va s'appuyer sur 8 points
Et donc ces 8 points, il y a des points que je ne vais pas aborder parce que ça me paraissait pas forcément pertinent, ou le temps était trop long pour certaines choses, et puis ça n'apportait pas forcément d'intérêt. Donc j'ai sélectionné ce qui me paraissait le plus important. Donc le premier point, c'est le prélude. Le deuxième point, on va parler un petit peu du coup d'état de Maïdan en 2014, on va faire vite. Ce sera juste pour se mettre un petit peu dans le contexte. Il faut bien partir de quelque part et il faut bien remonter à la source. On rentrera pas dans le détail, mais c'est simplement pour avoir une base. Le point numéro 3, ce sera les provocations juste avant l'invasion, puisqu'il va y avoir des points qui vont être assez pertinents à évoquer et qui vont être riches en termes d'enseignement. Ensuite, on a le point numéro 4, avec quelques rappels de faits. Ça va être des faits, encore une fois, primordiaux, qui vont avoir leur intérêt et qui vont avoir aussi des conséquences jusque dans la vie concrète de la population. Ensuite, le point numéro 5, ce sera de casser un peu cette image, ou en tout cas de tempérer cette image de la Russie quand du bien venant nous libérer. On va essayer d'avoir un regard un peu plus lucide sur cette question, et ne pas tomber non plus dans des choses qui ne tiennent pas debout. Et puis sur la même base que ce thème-là, ensuite le point numéro 6, ce sera sur la question de l'Ukraine. Est-ce que c'est vraiment un camp du bien qui reflète nos valeurs? Bon, ça j'imagine que vous avez déjà une opinion là-dessus. Les points numéro 7 et les points numéro 8, ce sera vraiment le cœur du sujet et ce sera vraiment les questions les plus fécondes pour notre débat. Donc le point numéro 7, c'est l'Ukraine a-t-elle déjà perdu? Et puis quelles seraient les conséquences de ça? Et puis le point numéro 8, on va s'intéresser un peu à cette dynamique, cette force qui vient torpiller, qui vient casser un peu cette logique de l'escalade qui pourrait mener à une troisième guerre mondiale. Donc voilà, c'est surtout ces deux points-là qui seront les plus importants. Donc voilà, on peut commencer et même terminer un peu le point numéro 1, donc le prélude. Voilà, je vous ai juste mis une image, un petit exemple de ce que je vous parlais tout à l'heure en introduction avec la question de la propagande, de toujours avoir cette idée que la propagande c'est fait pour vous montrer qu'il y a le camp du bien qui se bat contre le camp du mal qui fait toujours des horreurs, qui bombarde des civils, qui attaque des hôpitaux et qui peut même s'attaquer aux dauphins parce que voilà, ils sont vraiment tellement cruels qu'ils vont s'attaquer même aux animaux. Donc c'est des exemples qui sont tout bêtes, mais c'est juste qu'on les ait un petit peu à l'esprit et que ça peut arriver dans un camp et dans l'autre aussi. Voilà, donc le président ukrainien Volodymyr Zelensky, donc, qui a dénoncé mercredi 7 décembre donc, un écocide après la mort donc, répertoriée de milliers de dauphins en mer Noire. Voilà, tout ça, ça contribue à montrer que la Russie, c'est le camp du mal. Voilà. Je tiens aussi quand même à rappeler donc l'interdiction des médias russes Sputnik et RT France, donc juste après le début du conflit. Vous pouvez le retrouver ici. Donc là, j'ai pris tout simplement Wikipédia. Interdiction donc des médias russes RT et Sputnik par les autorités européennes, donc 4 jours après le début de l'invasion russe. Ce qui a été fait en plus par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui s'est donné ce droit un petit peu gratuitement. Et puis, donc, quel est l'argument qui nous est donné par rapport à ça? Tout simplement, c'est un argument qui pourrait s'entendre en plus. C'est de dire, en fait, on ne veut pas avoir la propagande russe chez nous. Donc, si on se place dans la démarche que je vous donne là actuellement, ça pourrait s'entendre dans le sens où on veut nous préserver de la propagande russe. Ok, mais alors quid de la propagande américaine et la propagande ukrainienne? C'est-à-dire que si vous êtes vraiment dans le pays où vous voulez être neutre et vous voulez garantir une opinion un peu neutre de votre population, alors vous dites non aux médias russes et vous dites non aux médias ukrainiens ou américains qui sont dans cette propagande, sauf qu'on a des chaînes, voilà, j'ai fait une faute d'orthographe qui est un peu voulue, LCU, on en a d'autres qui tout simplement en fait relayent la propagande américaine, ukrainienne. Zelensky qui donne des chiffres, on ne les questionne même pas, voilà, il y a plein de choses quand même qui juste sont pas normales. Donc encore une fois, ce que je dénonce ici, c'est plutôt le double standard. Et puis cette infantilisation en fait de la population, c'est-à-dire vous n'avez pas d'esprit critique, si on vous met de la propagande russe, vous allez automatiquement la gober. Enfin oui, il y a quand même ce côté un peu enfantin, quoi. L'idéal, en fait, ce serait d'avoir les deux versions qui nous seraient proposées, aucune interdite, les deux proposées, et puis un gros warning, attention, les deux peuvent faire de la propagande, donc quand quelqu'un dit quelque chose d'un côté, c'est pas forcément la vérité. Et puis voilà, ça permettrait aux gens de se forger un esprit critique, mais bon, c'est pas vraiment le but, j'ai l'impression. Le deuxième point, donc on va passer au deuxième point sur le coup d'état de Maïdan en 2014. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, on va pas creuser à 100% ce sujet, c'est juste pour avoir un contexte, d'accord ? Donc s'il y a cette guerre en Ukraine, c'est pas arrivé donc tout simplement en 2022, ça découle d'événements qui se sont produits notamment en 2014. Donc en 2014, on a un président ukrainien qui est pro-russe et qui va être destitué pour être remplacé par un président qui va être pro-occidental, pro-européen. C'est ce qu'on appelle la révolution Euromaïdan, donc avec des manifestations pro-européennes en Ukraine. Il faut savoir qu'avant cette révolution, comme la Russie a un président en Ukraine qui est pro-russe, donc qui va converger avec ses intérêts,
la Russie se sent en sécurité, il n'y a aucun souci. Elle a à ses portes, donc juste à sa frontière, un pays qui ne va pas poser de problème. Et puis là, du jour au lendemain, donc le président est fuit et est destitué. Et puis un nouveau gouvernement se met en place, ce gouvernement qui là du coup est opposé à la Russie. La Russie se sent menacée puisque elle se retrouve avec un gouvernement à sa frontière qui est opposé à sa politique et qui peut être belliqueux. Et puis donc tout ça va mener donc à la guerre du Donbass qui va mener donc au protocole de Minsk. Le protocole de Minsk, retenez juste que c'est un cessez-le-feu qui est mis en place après cette guerre du Donbass. Et puis tout ça va déboucher sur Minsk 2. Et donc dans ce Minsk 2, c'est le cœur du sujet, on a donc différents dirigeants qui vont venir apposer leur signature. Donc on a le président de la Biélorussie, le président de la Russie bien sûr, le président de l'Allemagne, donc là c'était Angela Merkel à l'époque, et puis François Hollande pour la France, et puis le président ukrainien. Et donc dans ces décisions, vous pouvez aller sur Minsk 2, Wikipédia tout simplement, donc dans ces décisions, donc on a le cessez-le-feu, on a le retrait donc des armes lourdes, on a donc le fait d'assurer un suivi et une vérification des effectifs, le fait de rengager donc un dialogue, de garantir la grâce et l'amnistie en promulguant la loi, donc interdisant toute poursuite et toute sanction à l'encontre de personnes donc en rapport avec les événements qui ont eu lieu, assurer la libération de l'échange des otages, garantir la sécurité de l'accès humanitaire, renouer donc avec des rapports socio-économiques entre les deux pays, le désarmement de tous les groupes illégaux, l'exercice de l'autonomie locale dans certains arrondissements des régions de Donetsk et de Louhansk, et puis il y a encore d'autres points qui sont évoqués. Mais qu'est-ce qui est important là-dedans ? En fait, c'est le fait qu'on a donc l'Allemagne et la France qui étaient là, qui se portaient garant, et qui étaient un petit peu en termes de position, qui avaient une position neutre dans cette histoire, et qui venaient apposer leur signature pour favoriser la paix donc entre les deux pays. Sauf que ça, c'est ce qui était à la base. Et en fait, on va se rendre compte que Merkel et Hollande ont confirmé depuis qu'ils ne souhaitaient pas faire respecter ces accords de Minsk. C'est-à-dire que pour eux, c'était un leurre pour permettre à l'Ukraine de s'armer en prévision d'une guerre envers la Russie. Vous pouvez aller voir, Marianne, sur Internet, donc les accords de Minsk devaient donner du temps à l'Ukraine. Angela Merkel jette un pavé dans la mare. Alors là, c'est clair que c'est un gros pavé, parce qu'elle reconnaît deux choses. Elle reconnaît le fait que l'Allemagne et la France n'étaient pas, si neutres dans cette histoire-là, et qu'ils avaient un avis biaisé. Et donc, pour faire la paix, c'est plus compliqué. Et puis, tout simplement, que leur signature ne vaut rien. Ils décrédibilisent leur propre engagement. Ils ont signé un accord officiel qu'ils n'entendraient pas respecter. Donc ça, c'est une tromperie énorme pour le pays qui est en face, là, ici, la Russie. C'est de se dire que même leur signature ne vaut rien. Vous pouvez retrouver les observateurs, Hollande comme Merkel, dit que les accords de Minsk étaient un leurre donc destiné à armer l'Ukraine. Donc clairement, c'est vu comme une duperie de l'Occident. Et puis vient cette question aussi pour les Russes, et du coup, avec qui discuter pour faire la paix ? Sachant qu'ils ont un avis biaisé, et en plus, ils ne respectent pas leur propre engagement. Donc voilà, c'était quand même important de faire ce rappel sur le coup d'état de Maïdan, juste pour avoir encore une fois un peu le contexte. Maintenant, on va venir sur les provocations avant l'invasion. Il va y avoir des provocations, donc le premier point, c'est des provocations qui datent un petit peu, et puis les points suivants, c'est des provocations qui sont juste quelques jours avant l'invasion. Donc tout d'abord, en 1990, donc, les Occidentaux se sont engagés donc, oralement pour ne pas élargir l'OTAN à l'est de l'Europe, après la chute donc, de l'URSS. Donc ça, c'est ce qui était dit, c'est ce qui a été même écrit. Vous pouvez retrouver l'article Le Monde, Guerre en Ukraine, comment l'OTAN s'est élargie en Europe de l'Est. Alors encore une fois, l'information est bonne, mais c'est la manière dont ils vont l'interpréter. Loin d'être une provocation, comme Vladimir Poutine l'affirme pour justifier sa guerre en Ukraine, l'élargissement de l'OTAN vers l'Est n'a pas été décidé sans prendre en compte les intérêts de la Russie. Donc ça, c'est ce qui nous est dit. Et donc dans ce même article, vous pouvez retrouver donc avec différentes couleurs, avec différents élargissements de dates, que voilà, les pays qui faut remonter à l'époque de la guerre froide, les pays de l'Ouest étaient déjà sous influence américaine, mais tous les pays de l'Est étaient sous influence soviétique et sous l'influence de l'URSS. Rien que le fait de passer la Pologne ou le fait de passer les pays baltes au niveau de l'OTAN, c'est déjà peut-être une menace pour les Russes. Donc il y a eu 5 vagues d'élargissement donc de l'OTAN, et aujourd'hui il y a des pays donc qui sont frontaliers à la Russie, donc qui sont maintenant dans l'OTAN. Donc on a notamment la Finlande qui vient d'adhérer, bon on a la Suède aussi mais qui n'est pas frontalier, on a la Finlande, on a les pays baltes, et puis donc vous pouvez retrouver cet article
C'est donc sur Der Spiegel, donc sur un journal allemand, et donc qui ont retrouvé donc les documents qui datent de 1991 qui viennent en fait confirmer. Donc je suis désolé, celui-là il devait être traduit, mais je sais pas pourquoi il s'est pas traduit. Tout simplement, ça dit vous pouvez y aller, le retrouver, vous tapez Der Spiegel 1991, vous tapez les mots du titre, vous allez le retrouver, il y aura plus qu'à traduire, et donc en fait il confirme que, alors faut être abonné, mais il confirme que la version russe était bonne, c'est-à-dire qu'il y avait bien des documents qui prouvent que les Occidentaux s'étaient engagés à ne pas aller augmenter donc l'OTAN à l'Est. Maintenant, on va venir sur les événements qui ont vraiment juste précédé l'invasion, parce que ça me paraît vraiment très important de le signaler. Je vous mets ce petit passage de Géopolitique Profonde, je vous encourage d'ailleurs à les soutenir et à vous abonner à leur chaîne, parce qu'ils font un bon travail. C'est le petit passage de Patrick Pazin, qui résume un petit peu ce qui s'est passé lors des derniers jours, et on se retrouve juste après pour en discuter. En résumé, à partir du 16 janvier 2022, dans les médias anglo-saxons, nous lisons que la Russie va envahir l'Ukraine à la date du 15 février. C'est-à-dire que dans la nuit du 15 au 16 février, la Russie va envahir l'Ukraine. Et alors, il y a plein de choses qui se passent qui vont dans ce sens-là. Il y a même une déclaration du bureau présidentiel, donc de Volodymyr Zelensky, qui dit si on nous dit que la Russie va envahir l'Ukraine dans la nuit du 15 au 16, nous en ferons un jour d'unité, les fanfares, etc., etc. Enfin, bon. Sauf que patatras pour l'OTAN, la Russie n'envahit pas l'Ukraine. Et la seule façon, à ce moment-là, pour faire sortir l'ours russe du bois, en fait, c'est de bombarder encore plus intensément les populations du Donbass. Et donc, on le voit, donc là, c'est les rapports de l'OSCE, donc tout le monde peut les consulter. Le dimanche, donc c'est le 14 février, donc c'est la Saint-Valentin. Globalement, il ne se passe rien. Le 15 non plus, puisque tout le monde attend, enfin tout le monde du côté anglo-saxon attend l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et en fait, il y a ce jour-là à peine 140 violations du cessez-le-feu, ce qui est rien. Et puis, en fait, pendant toute la semaine, donc là nous sommes le mardi, on va passer de 140 violations du cessez-le-feu à près de 2000 par jour, avec des bombardements à l'arme lourde. Et Xavier doit sans doute s'en souvenir, le vendredi, les autorités des deux républiques, en accord avec la Russie, décident d'évacuer jusqu'à 100 000 personnes de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire à Rostov. Le vendredi, il y a jusqu'à 2000 violations du cessez-le-feu avec des bombardements des forces ukrainiennes contre les populations civiles. Ensuite, il s'est passé une deuxième chose qui, pour moi, le dimanche, les Russes ont enfin compris que ça y est, il était temps ils ne pouvaient plus différer. En fait, le président Zelensky est invité à la conférence de Munich le samedi et il dit qu'en fait, il veut supprimer le mémorandum de Budapest qui a été signé en 1994 où, en fait, l'Ukraine renonce aux armes nucléaires soviétiques en échange de la protection des grandes puissances. Et donc il dit à la conférence de Munich le samedi que, en fait, il faut supprimer ce protocole et qu'il ait des armes nucléaires sur son territoire. Alors ça, c'est la ligne rouge absolue pour la Russie, et on les comprend, puisque la distance globalement entre Kiev et Moscou, c'est 800 km. Donc des armes nucléaires qui partiraient de Kiev... Mais ça, ce que nous dit notre ami Patrick Pazin, c'est peu relaté dans nos médias. Voilà, donc ce qu'on apprend avec Patrick Pazin, c'est que y a des lignes rouges donc qui ont été franchies quelque temps juste avant donc l'invasion russe. Peut-être pour prendre juste un tout petit peu de recul avant, on a cet article de Challenge qui nous dit que par exemple une des lignes rouges pour Moscou et pour la Russie, c'est une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. C'est-à-dire, pour le traduire, c'est-à-dire d'avoir des bases américaines qui soient à la frontière de la Russie. Ce qui peut clairement s'entendre dans le sens de la géopolitique et encore une fois des glacis protecteurs, on y reviendra plus tard. Tout comme les États-Unis ne voudraient pas du tout que le Mexique intègre une organisation militaire qui signifierait donc des bases russes sur territoire mexicain à la frontière des États-Unis. La dernière fois que ça s'est un petit peu passé comme ça, c'est lors de la guerre froide avec la crise des missiles de Cuba. Et donc l'invasion elle a lieu exactement le 24 février 2022. Et on va reprendre donc les derniers jours, les jours juste avant, c'est ce que nous a dit un petit peu Patrick Pazin avant. On a Zelensky qui relance ce sujet, c'est pour ça que j'en ai parlé juste avant, qui relance ce sujet donc de l'Ukraine dans l'OTAN. Il le relance le 14 février 2022, soit juste 10 jours avant l'invasion. Faut vous dire que 10 jours avant l'invasion,
Les services de renseignement américains sont pas bêtes, ils savent que la Russie est sur le point de faire quelque chose, donc là c'est à ce moment-là où soit on fait quelque chose qui va attiser et qui va provoquer la Russie, ou soit on essaye de faire des actions qui vont apaiser la situation. Clairement, cette déclaration de Zelensky n'est pas du tout un signe de volonté d'apaisement. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que Zelensky il nous dit que il veut donc toujours adhérer à l'OTAN pour, entre guillemets, garantir sa sécurité. Sauf que, alors c'est fait, c'est bien dit, hein, mais sauf que garantir sa sécurité, ça signifie en fait pratiquement faire une déclaration de guerre à la Russie, puisque eux ils ont dit que ça c'était la ligne rouge. Donc vous pouvez pas dire je fais cette action-là pour garantir ma sécurité, alors que vous savez très bien que c'est le contraire que ça va produire. Et puis, donc à partir du 17 février 2022, donc les villes du Donbass sont de nouveau bombardées, donc ça c'est juste une semaine avant l'invasion. Donc vous pouvez retrouver l'article Le Monde, crise en Ukraine, des bombardements dans le Donbass, ravivent les tensions et les inquiétudes sur une possible action militaire russe. Et donc ce qui est donné comme argument dans cet article, c'est que, en fait, est-ce que c'est le gouvernement de Kiev qui a ordonné ces bombardements, ou est-ce que c'est des pro-russes qui auraient bombardé la Russie, tout simplement pour provoquer un casus belli, tout simplement, qui pourrait entraîner la Russie dans la guerre. Donc on peut voir dans l'article, vous pouvez aller le voir donc, sur Le Monde, le Donbass est le théâtre de nouvelles tensions, des bombardements faisaient rage vendredi 18 février, donc près d'une ville. On a constaté donc l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes s'accusent mutuellement d'utiliser des armes lourdes, un regain de violence qui nourrit les craintes d'une invasion russe. Voilà, donc on a deux versions, soit c'est l'armée ukrainienne et donc sous l'accord donc de Zelensky et du gouvernement ukrainien qui provoque la Russie intentionnellement pour obtenir une réponse de leur part, ou bien c'est des séparatistes pro-russes qui font juste ça pour entraîner la Russie dans la guerre. Si on regarde juste ce point-là, on peut juste encore douter, on pourrait se dire finalement on n'a pas de preuves, est-ce que c'est pas les séparatistes pro-russes qui l'ont fait? Maintenant si on regarde l'ensemble des données, on se rend bien compte qu'il y a quand même une intention. On peut regarder aussi donc Zelensky, et là c'est le point fatidique en fait. Le 19 février, donc là c'est juste 5 jours avant l'invasion, donc après avoir dit il veut rentrer donc dans l'OTAN encore une fois, après qu'il y ait des bombardements qui soient constatés sur des endroits du Donbass, on a ce discours de Zelensky qui est un discours que vous pouvez retrouver sur Histoire et Société, discours à la 58e conférence de Munich sur la sécurité, prononcé le 19 février 2022. Et donc c'est traduit, vous pouvez le retrouver en français. Et donc on a Volodymyr Zelensky qui donc vient à cette conférence de Munich et qui nous dit que l'Ukraine va se doter de l'arme atomique, ce qui revient très clairement à préparer la guerre contre la Russie. C'est-à-dire qu'en fait, pour être plus précis, l'Ukraine, elle est dans un mémorandum de Budapest qui, en fait, lui interdit d'avoir l'arme nucléaire. Et lui, il dit très clairement que ce mémorandum de Budapest, il faudrait qu'il saute. Donc, clairement, que l'Ukraine puisse avoir accès à l'arme nucléaire. Ça, c'est la provocation ultime pour les Russes, c'est-à-dire que avoir une Ukraine avec des bases américaines sur son sol, et puis en plus la possibilité d'avoir une arme nucléaire, tout ça, ça consiste une menace qui est existentielle pour la Russie. À tous ceux qui le nieraient, et moi je suis pas, encore une fois, je suis pas un pro-russe, à tous ceux qui le nieraient, en fait, pourquoi est-ce que le Mexique n'a pas l'arme nucléaire? Et pourquoi est-ce que le Mexique ne fait pas ces deux choses-là? C'est-à-dire, pourquoi le Mexique ne rentre pas dans une organisation militaire qui est dirigée par la Russie et qui sous-entend des bases militaires russes sur son sol? Et pourquoi est-ce que le Mexique n'a pas accès à l'arme nucléaire? Tout simplement parce que c'est à la frontière d'un des plus gros pays du monde, qui est les États-Unis, et l'un des plus influents et les plus puissants. Les États-Unis ne pourraient jamais tolérer qu'à sa porte, il y ait une faction qui puisse à tout moment balancer des missiles nucléaires sur ces villes. Ce qui semble être logique pour les États-Unis ne l'est visiblement pas pour la Russie, et c'est ça ce double discours qui est assez insupportable. Et donc le 24 février 2022, donc, la Russie lance l'invasion de l'Ukraine. C'est ce qui est un petit peu dit dans l'analyse de Patrick Pazin, c'est que on essaye de montrer avec ces différents arguments, ces différents faits, que à quelques jours donc d'une décision de guerre du côté de la Russie, sachant que les services de renseignement occidentaux suivaient ça de très près comme le lait sur le feu, on l'imagine, à ce moment-là, il y avait deux possibilités, encore une fois, soit il y avait une volonté d'apaiser les choses pour éviter le conflit, ou soit c'était des réelles provocations. Là, en l'occurrence, on se dirige beaucoup plus vers des réelles provocations.
Et d'ailleurs, essayez de remarquer un petit peu, hein, dès qu'il y a quelqu'un qui remet un tout petit peu en cause le narratif sur la guerre en Ukraine, la première chose que les médias vont dire, hein, la première, hein, c'est mais vous contestez pas le fait que en fait l'Ukraine est victime, puisque c'est la Russie a bien agressé l'Ukraine. Vous pouvez regarder toutes les vidéos que vous voulez, hein, de médias, ils vont vous dire ça à chaque fois. Ça prouve bien quand même, hein, qu'il y avait une intention de provoquer l'adversaire pour avoir une réaction, et ensuite se servir de cette réaction pour se laver les mains et dire c'est la Russie qui a déclenché la guerre, et donc du coup, la Russie est le méchant. Alors je voulais citer Montesquieu, mais apparemment, alors ça j'ai pas creusé le sujet, je sais pas si c'est un fact-check complètement stupide ou si c'est vraiment en fait Montesquieu qui n'a jamais écrit ça, mais c'est la citation que je voulais donner, donc il faut condamner celui qui fait la guerre, mais encore plus donc celui qui l'a rendu inévitable. Bon, alors que ce soit vrai ou que ce soit faux, qu'il l'ait dit ou qu'il l'ait pas dit, c'est clairement le sujet là de ce qu'on vient d'évoquer. Il faut bien sûr dénoncer ceux qui font la guerre, puisque j'imagine que vous êtes plutôt pour la paix que pour la guerre comme moi. Néanmoins, c'est trop facile de provoquer quelqu'un qui après n'a plus de choix d'entrer en guerre. On se rend compte, hein, là c'était des bases américaines à la frontière russe, et puis une potentielle arme nucléaire. Je veux dire, c'est la sécurité qui était en jeu pour les Russes, ils n'avaient pas, selon moi, d'autre choix que de rentrer en guerre. C'est trop simple de provoquer l'adversaire jusqu'à ses lignes rouges, sachant qu'en plus, il est gentil, il vous dit quelles sont ses lignes rouges, et puis ensuite de geindre des conséquences qu'il y a à ça, quoi. Donc voilà pour les provocations avant l'invasion. On va pouvoir passer maintenant à quelques rappels de faits qui me semblent importants. Donc le premier fait que je voulais évoquer, donc c'est le fait Nord Stream. Comme vous le savez, hein, Nord Stream, donc c'est l'explosion de deux gazoducs, Nord Stream 1 et Nord Stream 2 en mer Baltique, alimentant donc l'Europe en gaz. On en a au départ beaucoup parlé, et puis depuis on n'en parle plus beaucoup, sachant que les thèses qui étaient données au tout début, parce que faut se rappeler, hein, au tout début c'était la Russie qui avait fait du chantage énergétique envers l'Europe, et puis plus le temps passait, plus il commençait à y avoir d'enquêtes qui étaient menées, et plus on commençait à se demander si c'était pas d'autres pays qui en avaient plus l'intérêt. On peut déjà partir du fait que c'est les Russes qui ont construit ces infrastructures, qui coûtent à peu près 10 milliards de dollars. Donc la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on détruirait une structure qui coûte 10 milliards de dollars. Bon, ça c'est le premier point. Le second point, ça va être de regarder un petit peu quel pays en a l'intérêt. Hein. Je l'ai mis ici. Qui en a l'intérêt? C'est toujours ça qu'il faudrait se poser en fait comme question. Ça permet d'être neutre. C'est pas en étant pro-russe que on va tout de suite regarder les pays en face. Non, on va plutôt se poser la question, qui en a l'intérêt de manière factuelle? Alors oui, on pourrait se dire, hein, la Russie en a l'intérêt donc d'exercer un certain chantage énergétique envers les pays occidentaux. Néanmoins, il se coupe donc, il vient taper dans ses propres infrastructures qui ont coûté des sommes énormes, et qui vient en plus réduire en plus de ça ses ventes d'hydrocarbures. Je crois que les Russes sont en train de payer le fait d'avoir brûlé leur propre capitale à l'époque de Napoléon, parce que on se rend compte que dès qu'il y a une explosion ou dès qu'il y a un bombardement, c'est automatiquement les Russes qui s'auto-bombardent. Donc il y a la possibilité que ce soit les Américains, tout simplement pour couper le lien qu'il reste donc entre l'Europe et la Russie. C'est un petit peu, faudrait remonter un petit peu dans l'histoire, mais disons que dans la politique américaine, on a quand même une certaine peur de voir se rapprocher l'Europe et la Russie. Puisque l'Europe et la Russie, ensemble, qui auraient des intérêts communs, qui iraient dans le même sens, forgeraient une puissance assez importante, qui pourrait les embêter. Donc pour cette question de Nord Stream, vous pouvez taper sabotage des gazoducs de Nord Stream. Et puis vous pouvez aller voir plein de sites, hein. Je vous ai remis Wikipédia, donc vous avez, ce qui est pas mal sur celui-là, c'est que il fait la liste un petit peu de toutes les enquêtes qu'il y a eu. Il y a un intitulé enquête, vous pouvez y aller, et il y a le listing en fait de toutes les enquêtes qui ont été parues ces dernières années, avec différentes conclusions, hein. Il y a des conclusions qui pointent plutôt les services américains, d'autres qui pointent plutôt les services ukrainiens, certains qui pointent peut-être le rôle du Royaume-Uni. Bref, il y a plein de possibilités en fait, et c'est vrai que pour le moment on n'a pas de réponse certaine. Donc pourquoi est-ce que les États-Unis auraient pu faire ça? Tout simplement aussi pour vendre du gaz de schiste, puisque actuellement, comme les pays européens ne s'alimentent plus beaucoup en gaz russe, eh bien, ils vont maintenant s'alimenter en gaz de schiste qui provient des États-Unis. Donc ce gaz de schiste, il faut quand même le noter, hein, il est vendu beaucoup plus cher que ne l'était vendu le gaz russe à l'époque. Donc là, par exemple, ici,
le gaz russe coûtait en moyenne 20 euros le mégawattheure avant que la guerre n'arrive, puisque quand la guerre est arrivée, les chiffres ont vraiment augmenté. Ce qui est assez paradoxal sur tous ces articles, c'est que vous pouvez faire CTRL F, ce qui permet de vérifier s'il y a un mot qui est dans l'article. Vous tapez Nord Stream, et bizarrement, Nord Stream n'est jamais mentionné, c'est-à-dire que toutes ces augmentations des prix n'ont apparemment aucun lien avec les explosions de Nord Stream. Et puis, donc à comparer, donc c'est 20 euros le mégawattheure au gaz de schiste que désormais on se procure. Donc vous voyez ici, donc dans Contrepoint, en décrétant un embargo donc sur le pétrole et le gaz russe, Joe Biden fait preuve d'un cynisme sans limite. Sans aucun impact sur l'économie américaine qui n'importe ni pétrole ni gaz de Russie, cet embargo continuera de faire grimper les prix du gaz naturel liquéfié américain que Sleepy Joe est prêt à nous vendre au prix fort. Valant moins de 15 euros le mégawattheure en quittant le golfe du Mexique, important à signaler, il sera vendu en Europe à plus de 200 euros le mégawattheure. C'est-à-dire que là, on est passé de s'approvisionner en gaz à la Russie à peu près 20 euros le mégawattheure à s'approvisionner en gaz de schiste, sans parler de l'aspect environnemental. Les écolos sont assez muets sur cette question, du fait de s'approvisionner en gaz de schiste américain. Tant que c'est pas sur notre sol, apparemment c'est bon. Donc on paye 10 fois plus cher notre gaz. Si on regarde juste factuellement, encore une fois, je suis pas du tout dans une vision binaire, si on regarde juste les faits, après la guerre, on prend du gaz à 20 euros le mégawattheure en Russie. Après la guerre, on prend du gaz de schiste encore plus polluant aux États-Unis qui nous le vendent 10 fois plus cher. Et ce qui est assez pernicieux, c'est que l'objectif qui est donné derrière, c'est un objectif qui pourrait être noble. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faudrait réduire notre dépendance vis-à-vis de la Russie. Moi j'ai envie de dire, cet argument il est bon, c'est-à-dire que moi je suis pour être le plus indépendant possible et de ne dépendre de personne. Parce que dans la géopolitique, si vous commencez à dépendre, je sais pas, à peu près à 30% de votre énergie que d'un seul pays, c'est clair que y a certaines décisions qui vont être mises en question à cause de ça. Donc clairement, le fait d'être indépendant est un point important. Mais ce qui est drôle, c'est que au final, on devient dépendant des Américains. Je vois pas en quoi c'est mieux, parce que si le but c'est d'être indépendant, je vois pas en quoi le fait d'être dépendant des Américains sera mieux que d'être indépendant des Russes. Donc il y a vraiment ce double discours européen, donc pour ça c'est assez drôle. Donc voilà, pour ce cas précis, on donne comme argument l'indépendance, qui généralement ça plaît aux gens, ça séduit les gens, surtout en termes de géopolitique. Tous ceux qui s'intéressent à la géopolitique vous diront que plus vous êtes indépendant, plus vous allez pouvoir, sur différents sujets, plus vous allez pouvoir tout simplement avoir les mains libres sur plein de données politiques. Sauf que là, on se rend dépendant donc des Américains. Donc c'est vrai que les Américains font figure de favoris. En revanche, c'est le point que je voudrais mentionner, c'est qu'il est probable qu'ils ne l'aient pas fait eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont pas bêtes, ils savent bien que quelquefois, lorsqu'on fait des coups comme ça, des coups montés, quelques années après, on se rend compte de ce qui s'est véritablement passé. Et là, il commence à y avoir une petite musique qui rentre petit à petit, c'est que ce serait plutôt des Ukrainiens, c'est-à-dire que les Américains se dédouaneraient sur d'autres pays. Donc peut-être qu'ils ont donné l'ordre à d'autres pays de le faire pour pouvoir se dédouaner par la suite. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même un point qui nécessite réflexion. Encore une fois, on parle aussi du Royaume-Uni, de l'Ukraine, il y a d'autres possibilités encore. Et puis, quelles sont les conséquences de ce point? Parce que c'est pour ça, moi, que je voulais parler de Nord Stream, pas juste pour parler des possibilités, mais quelles sont les conséquences de ça? Eh bien, c'est que des pays, et moi je prends l'exemple de l'Allemagne, j'aurais pu en donner d'autres, mais le numéro 1, c'est l'Allemagne, auquel on pense, parce que c'était un pays qui était très dépendant du gaz russe. Et là, l'Allemagne, elle est en train de s'effondrer économiquement et industriellement, et on observe maintenant une récession dans le pays. Donc il y a plein d'articles, je vous en ai sélectionné plein qui montrent un petit peu tout ça. Donc ici, comment l'Allemagne est devenue accro au gaz russe, donc ça c'était juste avant donc la guerre en Ukraine, et donc sur cet article, ils vont vous donner un petit peu les pourcentages, qui sont des pourcentages qui sont assez importants. Donc par exemple ici, donc en 2020, ils étaient à 26% de leur consommation énergétique qui venait du gaz, d'accord? Attention, pas du gaz russe, mais du gaz. Et puis d'où vient le gaz consommé en Allemagne? La moitié vient de la Russie. Voilà, donc sur ces 26%, on pourrait dire qu'il y a 13% au total donc qui viennent de la Russie. Mais il faut rajouter à ça plein d'autres matériaux, plein d'autres choses qui sont importées aussi de la Russie. Et donc les conséquences, l'Allemagne est tombée en récession en 2023 et il y a des craintes pour 2024. Pour vous résumer très facilement, sans être un connaisseur de l'économie, pour faire simple, dans votre pays, votre industrie va se développer si elle répond à deux critères. C'est-à-dire que la main-d'œuvre de votre pays
la main-d'œuvre de vos ouvriers dans votre pays n'est pas très grande, ce qui veut dire que du coup vos prix donc de vos produits vont être plus bas. Et puis la deuxième chose, ça va être le coût de l'énergie. Dans toutes les entreprises, dans n'importe laquelle, vous allez avoir besoin d'énergie. La base de l'économie, c'est ça, il faut de l'énergie qu'on va ensuite transformer ou qu'on va utiliser d'une certaine manière pour produire quelque chose. Si votre énergie, elle est chère, automatiquement ça va se répercuter sur le prix de vos biens. Et c'est pour ça, en partie, que l'Allemagne s'effondre actuellement. Mais ce qui est encore une fois drôle, c'est que vous pouvez aller sur ces différents sites et vous pouvez taper donc CTRL F pour faire une recherche sur cet article pour voir s'il y a ces mots-clés qui apparaissent. Vous tapez Nord Stream est mentionné 0 fois. C'est-à-dire que là, c'est là ce que je disais au tout début de la vidéo, c'est que les médias vous empêchent de faire du lien. C'est-à-dire qu'ils vous disent « Oh, il y a Nord Stream qui a explosé, et voilà, c'est bon, fin de l'histoire. On sait pas c'est qui, mais c'est pas très grave. » Et puis d'un autre côté, on a l'Allemagne qui s'effondre, mais on sait pas trop pourquoi non plus. Alors que ces deux informations, elles sont intimement liées. Et donc, j'ai encore remis d'autres exemples qui montrent que l'Allemagne n'est vraiment pas dans une bonne situation. Donc, en détresse, la puissante chimie allemande tentait de délocaliser aux États-Unis. Donc, un article des Échos. Bizarrement aussi, ces différents... vous allez voir, je vous le montre ici sur l'article de l'Express. J'ai pas réussi à l'ouvrir en fait cet article, je sais pas pourquoi, mais c'est l'article que je voulais mentionner. Délocalisation, loyer qui explose, voilà, mais c'est surtout ce qui était écrit. De nombreuses autres entreprises ont déjà annoncé qu'elles quitteraient l'Allemagne au profit des États-Unis ou de l'Asie. Donc là, il y a la question des délocalisations qui commence à arriver, puisque encore une fois, les entreprises, elles voient bien que si elles vont dans d'autres pays où l'énergie est beaucoup moins chère, elles vont pouvoir tout simplement faire des bénéfices. Alors que si elles restent en Allemagne où les prix de l'énergie grimpent à une vitesse folle, eh bien automatiquement, elles auront beaucoup plus de soucis. C'est un parallèle qui est aussi à faire pour les différents pays européens, et dont la France. Michelin va fermer 2 usines et supprimer 1500 emplois en Allemagne. On a aussi Bosch, que j'avais sélectionné. Bosch va supprimer 1500 postes en Allemagne également. Et puis voilà, c'est ça que je voulais mentionner, ça revient un petit peu avec l'article de tout à l'heure de l'Express que j'avais pas réussi à ouvrir. Donc face au plan industriel américain, les 3 réponses possibles de l'Europe. Donc face à l'Inflation Réduction Act, le plan américain de protectionnisme et de relance industrielle, l'Europe ne sait sur quel pied danser. Donc en fait, les États-Unis ont mis en place un plan qui favorise en fait les entreprises à s'implanter aux États-Unis, c'est-à-dire qu'elles leur apportent des aides financières à venir aux États-Unis. Par exemple, là on parle de Volkswagen qui réfléchit à la possibilité de partir plutôt aux États-Unis. L'entreprise allemande affirme qu'elle pourrait y récupérer 9 à 10 milliards d'euros de subventions grâce à cette loi Inflation Reduction Act qui permet, mais en fait c'est un vol, Enfin, si on le voit d'une manière neutre, on se rend compte que les Américains, si c'est bien eux, ont donc détruit Nord Stream pour détruire les économies européennes et pour en plus donc leur vendre du gaz très cher et récupérer toutes leurs industries qui viendraient s'implanter aux États-Unis parce qu'il y aurait une énergie moins chère qu'en Europe. Et la question c'est, quel président européen dénonce ça? Parce que c'est contre nos intérêts nationaux, c'est contre l'intérêt de l'Allemagne, c'est contre l'intérêt de la France, c'est contre tous nos intérêts, et il n'y a personne qui vient dénoncer ça. Et à contrario, on nous dénonce, on nous brandit cette menace que vraiment le méchant dans cette histoire, c'est la Russie. Sauf que là, il y a vraiment cette idée qu'on nous pousse à nous montrer que l'ennemi et le méchant dans toute cette histoire, celui qui profite de tous ces malheurs, c'est la Russie, alors que, factuellement parlant, c'est les États-Unis qui profitent de ces malheurs. J'aurais pu aussi rappeler que les États-Unis, avec Joe Biden et avec aussi une autre personne dont j'ai oublié le nom, avaient menacé la Russie que si elle attaquait l'Ukraine, eh bien il y aurait donc la fermeture donc d'une manière ou d'une autre de ces gazoducs Nord Stream. Donc ça vient encore rajouter quelque chose. Donc il y a cette question, qui rachète les industriels allemands? Donc derrière cette question, en fait, c'est qui en profite? On voit que c'est quand même plutôt les Américains. Donc si ce n'est pas la Russie qui l'a détruit, c'est un pays européen ou c'est les Américains. Et encore une fois, c'est une action de guerre envers nos intérêts. Mais cette question n'est pas posée. Les États-Unis sont toujours vus comme nos alliés, qui auraient toujours les mêmes intérêts que nous sur toutes les questions et qui ne nous voudraient aucun mal. Et puis très rapidement, je vais pas m'étaler sur le sujet, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais bon, juste pour le mentionner, la centrale de Zaporijjia, je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, les Russes qui avaient le contrôle de cette centrale. Encore une fois, vous pouvez trouver les articles, il y a des informations qui sont factuelles, c'est juste ce qu'ils en font.
Donc sur France Info, guerre en Ukraine, inquiétude après des bombardements donc de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Et donc si vous allez sur cet article, ils vont le mettre, ils vont pas insister clairement, mais ils vont le mettre. Des frappes ont eu lieu sur la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'en être les auteurs. Et c'est là que c'est important. Les Russes occupent depuis plusieurs mois le site nucléaire de Zaporijia. C'est-à-dire qu'ils nous le cachent pas, ils nous le disent. Mais c'est juste qu'ils en font pas l'analyse. C'est-à-dire que si les Russes occupent la centrale nucléaire, quel est leur intérêt de bombarder cette centrale nucléaire? Donc encore une fois, je reviens sur la question de l'auto-bombardement. Je vous le dis, les Russes, ils payent le fait d'avoir brûlé Moscou à l'époque de Napoléon. Depuis, on leur met tout sur le dos. On les croit capables de faire n'importe quoi. Et puis les Russes, non contents de se bombarder eux-mêmes, le font avec des cheminées. Vous vous rappelez de cette fameuse image transférée sur France 2, où en fait on nous faisait passer un missile pour finalement ce qui était une cheminée. Alors le 5e point, ça va être d'essayer de prendre un petit peu de distance et de pas tomber non plus dans des utopies. Donc la Russie, est-ce vraiment le camp du bien venant de nous libérer? On va essayer de pondérer un petit peu ça. Donc la première chose, c'est donc on va partir de la précédente analyse faite donc sur Trump et Q et l'opposition contrôlée. Il faut sortir un peu, encore une fois, de cette vision bisounours de la géopolitique. Alors Poutine ne viendra pas nous sauver, il se bat lui aussi, encore une fois, contre l'agenda mondialiste, ce qui nous sert. Il est utile parce qu'il a un pouvoir qui est important et dont nous avons besoin, mais encore une fois, il est possible qu'on ait des intérêts qui divergent sur plusieurs sujets. J'avais mentionné l'Afrique la dernière fois, on n'a pas du tout les mêmes intérêts que la Russie en Afrique. C'est plutôt même une guéguerre de savoir qui gardera une influence sur certains pays d'Afrique. Donc voilà, il faut vraiment sortir un peu de cette vision bisounours qu'on pourrait avoir sur la géopolitique. La géopolitique, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est juste une question d'intérêt. Donc si une partie des personnes qui sont un peu sorties du narratif pro-occidental, qui soutiennent plutôt la Russie dans ce conflit, généralement c'est parce que Poutine et plus globalement la Russie font figure de rempart contre la folie occidentale dont nous on est témoins. Puisque c'est un pays par exemple qui vise l'autonomie, qui est devenue assez indépendante, et c'est vrai que c'est des questions qui, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, de l'indépendance, généralement ça séduit les gens, surtout en manière de géopolitique, parce que plus on est indépendant, plus on peut faire ses propres choix, être soumis à personne, et du coup en fait faire le bien de la population. Donc là-bas, notamment l'agriculture pour la Russie. C'est un pays qui fait figure de résistant, c'est un pays qui est conservateur. Ils gardent les valeurs traditionnelles. Ils ont réinscrit, on peut le noter ici. J'avais mis un article, donc c'était The Conservation. Donc réforme de la constitution russe, le triomphe des valeurs traditionnelles. Donc dans la constitution, ils ont réinscrit, et d'ailleurs le peuple s'est déplacé en masse pour ça, de réinscrire donc selon eux la famille c'était un papa, une maman. Et pas tous les délires dans lesquels nous sommes aujourd'hui avec les LGBTQ+, ce que vous voulez. Ils insistent aussi sur la foi, c'est vrai que nous on est aussi un pays qui est de tradition catholique, mais on a tellement déconstruit tout ça qu'aujourd'hui on a peut-être plus grand monde qui y croit à tout ça. Je dis pas si c'est bien ou mal, je dis juste que Poutine il défend ses valeurs traditionnelles, voilà. Et c'est vrai qu'en ce moment on sent quand même qu'il y a une volonté de nouveau redéfendre un peu ces valeurs qui sont attaquées. Donc si tout cela est vrai et pertinent, j'invite quand même à ne pas s'enfoncer aveuglément dans la vision russe, ce qui viendrait à laisser donc son esprit de côté, son esprit critique de côté, et donc à accepter des choses qu'on n'accepterait pas normalement. Et donc encore une fois de tomber dans la propagande russe. Notre but c'est pas de tomber dans la propagande russe, ni de tomber dans la propagande américaine, ukrainienne. Donc ça reste un pays autoritaire, qu'on le veuille ou non, faut le dire. On va pas défendre le système russe. J'ai mis quelques articles, classement des États du monde par indice de démocratie. Voilà, vous pouvez y aller. Vous pourrez trouver donc le classement et puis donc la Russie donc sur 167 pays qui est classé 146e en termes de démocratie. Je veux dire, c'est une nouvelle pour personne. Je viens juste rajouter des faits. La liberté de la presse, la Russie qui est classée 164e sur 180. Donc voilà, je veux dire, on n'a rien à envier de ce système-là. Et je voudrais qu'on ne fasse pas les autruches, parce que j'imagine que vous souhaitez, comme moi, un autre système qui serait beaucoup plus démocratique que le nôtre. Donc partant de là, ça me paraît cohérent de rappeler que la Russie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui n'est pas un idéal, n'est pas notre idéal,
Il y a des personnes qui vont se mettre à fond derrière la Russie et le système russe, qui vont le défendre bec et ongle sur des points qui sont difficilement défendables. Moi, si j'appelle à une société plus démocratique, c'est pas pour prôner le système qu'il y a en Russie. Voilà. Je pense par contre, et ça c'est important de signaler, que ce qui est plutôt apprécié et reconnu, c'est que le pays semble dirigé par quelqu'un qui a toute sa tête. Parce qu'en fait, c'est ça, hein. Poutine, il a cette réputation, c'est que par rapport, si vous le comparez à un Biden, là c'est énorme, la différence, si vous le comparez à un Macron ou à un Trudeau, c'est quelqu'un qui va réfléchir à l'intérêt de son peuple, ça c'est ce qui est quand même peut-être la chose qui est la plus appréciée en parlant de Poutine, et qui incarne un peu cette non-soumission à l'idéologie occidentale, comparé encore une fois aux 3 personnages que j'ai mentionnés ici. C'est moins le système en tant que tel qui séduit que plutôt ce qu'il incarne, lui en tant que personne. C'est l'amour de son pays, la volonté de le défendre, d'agir pour le bien de la population. Et il faut aussi souligner que, pour être honnête, que la Russie d'aujourd'hui n'est plus du tout celle qui était restée très fermée, rigide à l'époque de l'URSS. Elle s'est quand même beaucoup démocratisée, même si, encore une fois, je renvoie aux articles, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais elle s'est quand même beaucoup démocratisée. Voilà, donc j'essaie de trouver un entre-deux entre ceux qui vont vous dire la Russie c'est encore l'URSS de l'époque, ce qui est complètement faux si vous écoutez les personnes qui se sont rendues sur place. Moi je m'y suis pas rendu, mais je veux dire, d'entendre des personnes qui s'y sont rendues, ils vont vraiment vous montrer que c'est plus du tout l'image de l'URSS de l'époque, ça s'est quand même beaucoup démocratisé. Mais que, à contrario, moi je n'encourage pas à avoir un système comme le système russe. Mais voilà, ce qui plaît aux gens, c'est un peu cette non-soumission, c'est le fait de penser par soi-même, de défendre ses intérêts nationaux. C'est ça qui séduit chez un Trump ou chez un Poutine, parce que voilà, ils sont pas du tout dans la même démarche qu'un Biden, un Macron ou un Trudeau, quoi. Et donc, de la même manière, puisque nous sommes neutres, nous allons, et nous regardons que les faits, nous allons regarder pour l'Ukraine, est-ce que c'est vraiment le camp du bien reflétant nos valeurs? Je l'ai fait courte parce que j'aurais pu mettre beaucoup d'informations. Au bout d'un moment, en fait, on s'y perd, donc j'ai juste mis les points importants. Il y aurait beaucoup plus de choses à dire, on pourrait étoffer encore tout ça, mais bon, le but, c'était pas de passer tout ce temps là-dessus, ça, c'était des thèmes sur lesquels je voulais passer un peu plus vite. Donc c'est un pays qui est gangréné par la corruption, gangréné par différentes mafias. Il y a une censure de la presse qui s'installe également en Ukraine. Et puis Zelensky qui est présenté donc comme le combattant à cette corruption, alors qu'il est lui-même cité donc par exemple dans les Pandora Papers. Voilà, je vais mettre quelques articles qui illustrent un petit peu ces choses-là. Donc France Info, tout le système est corrompu, en Ukraine, la difficile lutte contre le fléau de la corruption. Et puis à chaque fois, vous pouvez regarder, c'est un fait constant, dans tous ces articles, dès que les médias viennent montrer qu'il y a de la corruption en Ukraine, qui viennent l'avouer, eh bien on nous dit que, alors c'est vrai, il y en a, mais Zelensky fait vraiment tout pour que ça s'arrête, c'est vraiment toujours associé. On a Viktor Orban qui nous le dit aussi, l'Ukraine est l'un des pays les plus corrompus du monde. On a donc, comme je vous l'ai dit, les Pandora Papers dont Volodymyr Zelensky est piégé, il est dans cette affaire. Et ça, c'est un peu gênant parce que on essaye de nous présenter Zelensky comme l'anti-corruption. Vous pouvez taper Zelensky corruption sur Internet, vous allez tout de suite voir qu'il y a cette volonté des médias de vous dire que, ok, il y a de la corruption en Ukraine, mais Zelensky, c'est le rempart donc à cette corruption, alors qu'il est lui-même dans les Pandora Papers. Voilà. On a aussi cet article Euronews, donc Ukraine, 40 millions de dollars destinés donc à acheter des armes ont été détournés. Donc on ne sait pas du tout où elles sont allées, on va le voir un petit peu après, en partie. On a aussi un autre article, Le Monde, donc les alliés s'inquiètent de la dissémination des armes livrées. Plusieurs pays occidentaux regrettent un manque de transparence de la part des Ukrainiens sur la traçabilité des livraisons, en particulier sur les munitions et les armes de petit calibre. Et c'est en lien direct avec l'article que je vous ai sélectionné ensuite. C'est le président du Burkina Faso qui a littéralement dit dans une conférence de presse des armes destinées à l'Ukraine se retrouvent sur notre continent. Donc il y a des armes qu'on envoie soi-disant à l'Ukraine mais qui se retrouvent en Afrique, et pire, qui se retrouvent aux mains de terroristes au Burkina Faso. Voilà, ça pose quand même des grosses questions sur est-ce que l'Ukraine reflète vraiment nos valeurs, est-ce que c'est vraiment nos valeurs de corruption que ça reflète. Il y a également des assassinats multiples de politiciens qui sont ukrainiens, mais qui sont jugés trop proches de la Russie.
Et c'est vrai que Kiev ne s'en cache même pas, hein. L'Ukraine revendique son assassinat, donc un politicien ukrainien pro-russe tué à Moscou. C'est quand même des manières de faire qui sont assez extrêmes. Je veux dire, encore qu'il nous prouve que cet Ukrainien, il est vraiment trop pro-russe, donc c'est-à-dire qu'il est peut-être acheté par la Russie, peut-être que vous le mettez en prison, peut-être que... Voilà, mais de l'assassiner, et puis en plus de dire, ouais, c'est vraiment nous, ça met vraiment un message, quoi, hein. Puis il y a un côté, on veut pas vraiment faire d'enquête, finalement, on veut pas montrer, on pourrait dire, allez, ce personnage, il est acheté par la Russie. Mais en partant de ça, ils y gagneraient en fait à le mettre devant un tribunal, à mettre toutes les preuves qu'ils ont en disant c'est vraiment un agent russe, et du coup de l'enfermer. Mais là, en revanche, de l'assassiner comme ça, froidement, c'est autre chose. Et puis, question toute simple en fait, hein, quel est notre lien avec ce pays, puisqu'on nous dit qu'il faut défendre l'Ukraine, qu'on a beaucoup de liens avec ce pays. En fait, quels sont nos liens avec ce pays? On n'en a pratiquement pas. Et peut-on juste comparer ce lien historique avec celui que nous avions avec la Russie? Ça n'a rien à voir. Donc là, on est en train de couper tous nos liens avec la Russie. Encore une fois, je défends pas le système, je défends pas le personnage, etc. Mais historiquement, on a beaucoup plus de liens avec la Russie, on a beaucoup plus d'intérêt à avoir des liens avec la Russie qu'avec l'Ukraine. Si demain on n'a plus de lien avec l'Ukraine, je vois pas vraiment ce que ça va changer dans notre pays. Et puis on termine avec ces deux derniers points qui vont être importants, donc le point numéro 7 et le point numéro 8. Donc le premier, donc l'Ukraine a-t-elle déjà perdu? Donc ça c'est la question que je pose, que vous pouvez retrouver aussi un peu sur Géopolitique Profonde, c'était un peu le sujet ces derniers temps des vidéos. Si on regarde donc d'un point de vue économique, du point de vue donc à la fois ukrainien et russe, on regarde un petit peu factuellement, encore une fois, hein. Donc on a l'économie ukrainienne qui est en difficulté, on nous le dit, hein, l'économie ukrainienne en état d'urgence face à une guerre qui dure, donc l'article des Échos. Faut aussi signaler que 18% de leur territoire est occupé par les Russes, donc ça limite encore une fois la capacité économique du pays, hein. On a l'économie de la Russie qui, elle, se porte mieux. Alors elle a eu une baisse, hein, c'est vrai, au moment du début de la guerre et avec les sanctions, mais cependant, la croissance économique de la Russie en 2024 devrait dépasser celle de la zone euro. D'un point de vue militaire, on pourrait regarder plein de choses. Alors le nombre de morts, alors on va commencer par ça. Alors j'avais prévu de faire un point sur le nombre de morts de chaque côté pour estimer les pertes, donc dans le but d'anticiper les capacités un peu de chacun pour la suite du conflit. Mais en fait, j'ai perdu 1 heure à chercher l'introuvable. On trouve vraiment de tout, hein, des sources variées, soit ça vient de Kiev, soit ça vient de Moscou, soit ça vient des Américains. Et en fait, j'ai pas trouvé de source indépendante. Donc je passe directement au point suivant pour éviter une perte de temps. On peut aussi comparer donc les capacités de tir d'obus, et en fait derrière le nombre de tirs d'obus qui juste est un chiffre comme un autre, c'est aussi de savoir en fait la capacité industrielle qu'il y a derrière. Donc les troupes russes, elles tirent à peu près 50 000 obus par jour, alors que de l'autre côté on a l'Ukraine qui tire environ donc 5 000 à 6 000 obus d'artillerie par jour, donc on est sur de l'ordre du 10 fois plus, d'accord? Donc ça c'est pourquoi je vous donne ce genre de chiffres, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une différence en termes de réalité militaire sur le terrain, c'est-à-dire que si vous allez sur le front, vous allez prendre beaucoup plus d'obus côté ukrainien que côté russe, et puis surtout il y a une capacité industrielle qu'il y a derrière l'un des pays, mais qu'il n'y a pas derrière l'autre pays. Et on va y venir par rapport aux aides, puisque l'Ukraine, on le sait, elle est en infériorité, c'est pas une surprise, à différents niveaux, en termes d'effectifs, de matériel, de qualité de matériel, et c'est un peu compensé par l'aide donc des pays occidentaux. Mais un arrêt des aides militaires et économiques venant des États-Unis, qui est bloqué notamment par les républicains, ça c'est un prélude à la fin de la guerre, ou un prélude à la paix. Parce que les États-Unis se remettent en position un peu plus neutre et sont un peu plus disposés à faire la paix. On pourra en rediscuter un peu avec Charles Gave. Donc par exemple, on a 106 milliards d'euros qui devaient être débloqués pour l'Ukraine et Israël. J'ai essayé de trouver le montant qui serait donné spécifiquement pour l'Ukraine, mais je n'ai pas trouvé. Mais en gros, comprenez qu'il y avait une enveloppe de 106 milliards de dollars qui était à répartir pour l'Ukraine et Israël, donc ce serait moins pour juste l'Ukraine. En tout cas, le Congrès américain bloque donc une aide cruciale pour Kiev. Et ça c'est quand même pas rien. Parce que, allez, on se dit qu'on coupe la poire en deux, il y en avait la moitié pour l'Ukraine, la moitié pour Israël. Ça fait quand même 50 milliards de dollars qui ne seront pas là pour l'Ukraine. Donc ce qui signifie des possibles pénuries de munitions et d'obus notamment. À cela, on pourrait aussi rappeler qu'il y aurait une possible intervention chinoise à Taïwan qui pourrait survenir un peu du jour au lendemain, ce qui viendrait encore ajouter un nouveau front. En plus de l'Ukraine, en plus d'Israël, il y aurait, je pense, cette difficulté à aider un peu tout ce beau monde. C'est-à-dire que derrière, il faut avoir une capacité en termes de production industrielle militaire qui soit très puissante.
Donc vous pouvez voir hein, ici, c'est un secret pour personne, hein, sud-ouest, donc invasion de Taïwan, alors que l'étau chinois se resserre, quel scénario possible? Voilà, donc c'est une possibilité que la Chine envahisse Taïwan, et donc ça rajouterait encore une fois un front, et encore une fois un autre pays à aider. Et en partant de ça, il y a quand même une réflexion aussi à mener, c'est que les pays qui viennent d'entrer en guerre, généralement c'est sur eux qu'on va se focaliser, c'est-à-dire c'est sur eux qu'on va mettre peut-être le plus d'aide, parce que un pays qui est en guerre depuis plusieurs années, il y a une certaine lassitude qui rentre en compte. Donc si par exemple là demain la Chine devait envahir Taïwan et que les États-Unis voudraient encore une fois essayer de défendre cette île, et bien là, j'imagine qu'on s'axerait plus en termes d'aide sur Taïwan que sur l'Ukraine ou encore sur Israël. Parce que c'est la nouveauté qui fait l'importance, entre guillemets. De leur point de vue, hein, je précise, hein, pas du bien. La capacité des membres de l'OTAN, qui est quand même peut-être à relativiser, parce que c'est vrai que si on entend les discours un peu guerriers ces derniers temps des pays de l'Occident et notamment européens, on a l'impression qu'on pourrait du jour au lendemain renverser la tendance si on y envoyait nos hommes. En fait, en France, on pourrait envoyer 19 000 hommes, donc c'est-à-dire une division, d'ici 2027. Rapidement, on pourra envoyer, pour être précis, on pourra envoyer 1000, 2000, 3000 soldats, je sais plus, 1000 je crois, qui sont en Roumanie et qui, eux, pourraient s'implanter assez vite sur le champ de bataille. Mais en gros, on pourrait envoyer 19 000 hommes d'ici 2027. La question, c'est qu'est-ce que ces 19 000 hommes pourraient faire, sachant qu'en face, il y a plus d'1 million de soldats. Faut aussi rappeler que la France a à peu près 4 jours de munitions et qu'on a pratiquement plus d'industrie. Et puis pour terminer sur la France, on a cet article de Le Point qui nous dit que en cas de guerre de haute intensité, la France tiendrait un front de 80 km, ce qui est ridicule, hein. Et maintenant qu'on a démontré que la France, donc on était un pays très limité en capacité militaire, c'est rien de le dire. Et bien maintenant, cerise sur le gâteau, la France est devenue le leader de la puissance militaire de l'Union européenne. C'est-à-dire que les capacités militaires que je viens de vous montrer, c'est ce qu'il y a de mieux en Europe. Donc je pense que tout ça vise vraiment à montrer que les capacités de l'OTAN sont vraiment plus que limitées, hein. Les seuls pays qui ont conservé une puissance militaire au sein de l'OTAN, on y viendra tout à l'heure, c'est les États-Unis et la Turquie, hein. Donc depuis quelques années, l'Europe, elle est globalement désarmée. Depuis des décennies, elle ne représente pas une menace existentielle. Vous voyez ici, Libération, l'Union européenne désarmée face à l'invasion russe en Ukraine. Trop prompte à se reposer sur l'OTAN et les États-Unis, l'Europe paye aujourd'hui le prix d'années d'aveuglement, ignorant les signaux d'alarme et négligeant son outil militaire en dépit d'avertissements répétés de la France notamment. Voilà. Et puis, seuls les États-Unis et la Turquie, hein, qui sont au sein de l'OTAN, eux ont conservé une armée puissante. C'est-à-dire que quand on parle de l'OTAN, faut être précis, c'est clairement les États-Unis et la Turquie qui, eux, ont une armée qui est importante. Et c'est clairement de là-bas que ça se décidera, mais surtout des États-Unis, hein. Et puis je vous mets en guise de rappel le petit passage de Charles Gave sur l'OTAN et sur le point de vue isolationniste de Trump. Je vous mets juste avant ça le petit article que je vous ai sélectionné. Donc Donald Trump nous place face à nos responsabilités selon Étienne Garnel, donc sur RTL. L'agent orange, comme ses adversaires le surnomment parfois, est peut-être en train de nous réveiller. Donc effectivement, c'est la vision que partage Charles Gave, c'est que Trump commence à se rapprocher d'un point de vue isolationniste, c'est-à-dire à ne plus développer l'OTAN et ses bases militaires, mais plutôt à juste défendre son propre territoire. Ce qui signifierait une fin de l'aide à l'Ukraine complète. Je vous laisse avec le passage. C'est qu'on est maintenant dans un monde où les États-Unis vont avoir des problèmes budgétaires monstrueux, puisqu'ils ont des déficits budgétaires qui sont complètement hallucinants, et qu'ils ont 3 grands postes dans leurs dépenses dans lesquels il faudra couper, hein. C'est la sécurité sociale, vous pouvez toujours brosser pour la couper parce que vous n'êtes pas réélu et puis il n'y a pas de raison. C'est le service de la dette, vous ne pouvez pas le couper. Et le troisième, c'est la défense. Donc ce que Trump est en train de dire, de façon très nette, c'est « Je n'ai plus l'intention, si je suis élu président des États-Unis, de défendre l'Europe. Ça ne me regarde pas, ça ne me regarde plus. C'est à vous d'organiser. » Et donc c'est là où je reviens à ce que j'ai dit, c'est qu'on va tout droit vers... Il y a toujours une armée dans un pays. Si ce n'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Depuis 40, 50 ans, c'était l'armée du pays d'à côté, c'est-à-dire que l'armée européenne, c'était l'armée américaine. Si les Américains ne peuvent plus assurer notre défense, eh bien, il y a 2 armées en Europe qui se présentent en disant « Moi, je veux bien assurer la paix en Europe. La première, c'est l'armée turque et le deuxième, c'est l'armée russe. » Donc le choix que vont faire les Européens, si Trump est réélu, c'est qu'il va leur dire « Je ferme les bases en Europe, je m'en vais. » Et j'en ai rien à foutre de vous, après tout, vous ne m'intéressez pas. Il n'y a pas de raison que les États-Unis dépensent de l'argent pour défendre une Europe qui ne se défend pas. Et à ce moment-là, il faudra choisir entre les Russes et les Turcs. Donc ce que fait Trump, c'est qu'il est bien gentil, il nous prévient. Oui, tout à fait.
Donc voilà, ça c'était pour le passage avec Charles Gave, et puis un petit rappel historique, ça fait pas de mal. En 1943, donc après la défaite à Stalingrad, la guerre en fait elle est déjà perdue pour l'Allemagne. C'est-à-dire qu'un historien qui regarde toute la chronologie, il y en a qui vous diraient même que la guerre a été perdue dès 1939, parce qu'en fait l'Allemagne n'avait ni les ressources démographiques, ni certaines ressources qui lui manquaient, notamment le pétrole. Et qu'en fait en 1939 elle avait déjà perdu la guerre, ce qui peut paraître étonnant, mais c'est à dire que si on regarde sur du long terme en termes de capacité militaire, énergétique, en termes de ressources importantes spécifiques pour la guerre, eh bien en fait on se rend compte quelques années avant la fin de la guerre que l'Allemagne a déjà perdu. C'est un petit peu le parallèle que je veux faire ici, c'est que sans doute que nous en sommes à ce stade-là, c'est-à-dire que on peut peut-être dire que l'Ukraine a déjà perdu, même si ça ne signifie pas que d'ici là, il n'y aura pas encore des retournements de situation. Ça ne signifie pas qu'à partir de là, il n'y a plus de morts, ou qu'il n'y a plus de confrontation, ou qu'il n'y a plus de bataille importante, mais que les dés sont jetés, en fait, tout simplement. Et puis, si défaite de l'Ukraine il y a, il faut quand même le prendre en compte, ça signifie défaite de l'Occident au sens large. Et c'est une défaite qu'il faudra assumer. Et ça, on va en parler juste après, des possibilités de narratifs qui pourraient nous être données par rapport à ça. Et puis la solution qui en découlerait, si des fois l'Ukraine devait perdre cette guerre, la solution qui serait sûrement mise en place, c'est le respect de la sécurité du territoire russe. C'est ce qui a fait défaut, et c'est pour ça qu'on en est réduit à cette guerre, c'est que, je l'ai prouvé tout à l'heure, c'est parce que la Russie était en insécurité par rapport à l'Ukraine, et avec des bases de l'OTAN sur son territoire, plus une possible arme nucléaire sur son sol, tout ça contribue à faire que la Russie n'avait pas de sentiment de sécurité. Et quand vous avez un pays aussi important que la Russie ou les États-Unis ou autre, qui n'a pas de sentiment de sécurité, automatiquement ça débouche sur des choses qui sont néfastes. Donc avec une Ukraine, si elle existe encore, parce que c'est encore difficile de dire est-ce qu'il y aura encore une Ukraine ou pas, qui ne serait pas dans l'OTAN, qui ne rechercherait pas à obtenir l'arme nucléaire et qui serait sous influence russe. À ceux qui sont outrés parce que l'Ukraine devrait être sous influence russe, c'est en fait la géographie du monde, et c'est aussi le concept de glacis protecteur sur lequel on va venir tout de suite. C'est pas rien si la Belgique, qui se trouve entre l'Allemagne et la France, elle ne constitue une menace ni pour l'un ni pour l'autre. Ou je pourrais donner le même exemple qu'avec la Suisse. Tout ça, c'est des pays qui en fait sont à côté de monstres. La Belgique, la Suisse, pendant toute l'histoire de l'humanité, ils étaient à côté de deux monstres, la France et l'Allemagne, qui s'entretuaient souvent. Et c'était important pour la France et l'Allemagne que la Belgique et la Suisse restent des pays qui soient insignifiants sur le plan militaire et qui ne constituent aucune menace. Si demain la Suisse, elle commence à avoir un gouvernement qui est plus trop en lien avec la France et qui commence à se doter de l'arme nucléaire, je peux vous dire qu'en France ça va faire réagir. Donc ça c'est important, parce que si vous comprenez pas le principe du glacis protecteur pour les différents pays, vous comprenez pas ce qui se passe là. En fait, ce glacis protecteur, on va en parler là, c'est ce qui assure en fait qu'il n'y a aucune menace qui peut arriver d'une manière immédiate. Pour la Russie, le glacis protecteur, c'est de se dire qu'en Ukraine, il y a un gouvernement qui va être plutôt en lien avec la Russie, qui ne va pas chercher de confrontation, qui n'a pas de pouvoir militaire important, et qui ne pourrait pas mettre une armée en branle du jour au lendemain, ou directement viser ces villes avec une arme nucléaire. Et donc vous pouvez aller sur Wikipédia, vous tapez glacis protecteur, ils nous le disent, c'est important, par extension, le terme est employé pour désigner un espace tampon, ménagé par une puissance autour de ses frontières par le contrôle de régions, voire de pays limitrophes, afin d'optimiser la défense de son territoire. Il peut être, dans ce cas, nommé zone démilitarisée. C'est pas pour rien qu'il y a eu plein de zones démilitarisées dans l'histoire. C'est ainsi que la démilitarisation de la rive droite du Rhin en Allemagne et le contrôle par la France des régions frontalières devaient servir de glacis à la fin de la Première Guerre mondiale. De même, dans la doctrine militaire soviétique, l'ensemble des pays, des États qui étaient satellites, voisins à la Russie, à l'URSS à l'époque, fournissaient le recul nécessaire au commandement pour organiser la défense du pays. C'est-à-dire que s'il devait y avoir une menace, vous préférez que la menace, elle arrive à 1000 km de votre capitale, plutôt qu'à 500 km de votre capitale. Parce que ça vous laisse le temps de réagir et la possibilité de maîtriser la guerre. Et je peux faire le parallèle qui est super intéressant avec la guerre de 1940. Si nous, en 40, on s'est effondré, c'est parce qu'il y avait de nouvelles technologies qui permettaient d'avancer très rapidement, c'est la Blitzkrieg. En fait, le fait qu'on ait une armée qui puisse être très proche de Paris, en passant par notamment les Ardennes et la Belgique, c'est ça qui a fait qu'on n'a pas pu se retourner, en fait. Mais si vous possédez un glacis protecteur de pays neutres qui vous permettent d'avoir le temps de réagir, eh bien là vous vous sentez en sécurité. Et encore une fois, c'est la même raison pour laquelle le Mexique n'aura jamais l'arme nucléaire ou n'aura jamais une armée décente. Mais pour autant, on vient critiquer en disant oui, mais l'Ukraine c'est un pays souverain, elle devrait faire ce qu'elle voudrait.
Elle devrait pouvoir faire ce qu'elle veut, avoir l'armée qu'elle voudrait. D'accord, mais alors faites la même chose avec le Mexique et vous allez tout de suite voir qu'en fait, on peut pas, ça tient pas ce sujet-là. Et donc, l'obsession du commandement militaire, donc toujours pour l'URSS, de disposer d'une zone tampon en Europe renvoie au traumatisme suscité par l'invasion de l'URSS par les armées allemandes de juin 1941. Ça résume tout. À l'époque donc de la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS n'avait pas de glacis protecteurs. Et donc elle a payé très très cher l'invasion allemande de l'époque. Les armées allemandes étaient positionnées à la frontière de la Russie, de l'URSS, et donc elles pouvaient enclencher une invasion du jour au lendemain et de manière très rapide. Et c'est ça qui a créé un vrai traumatisme en URSS et qui s'est conservé pour la Russie aujourd'hui. La soviétisation de l'Europe de l'Est et la constitution du pacte de Varsovie ont donné à l'URSS un glacis défensif. Ça les a tellement marqués, cette opération, comme nous, ça nous a marqué, en juin 1940, ça nous a marqué aussi. Bah, comme eux, ça les a marqués, ils ont besoin d'un glacis défensif, ils ont besoin que le pays qui soit frontalier à eux ne constitue pas une menace pour eux, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça, vous l'avez compris, que c'était clair, parce que, selon moi, c'est le cœur du sujet, en fait. Et puis, dernier point, donc, c'est le point qui m'intéresse le plus, les forces donc, qui torpillent, qui cassent la logique de l'escalade menant à une possible troisième guerre mondiale. On va prendre quelques exemples. Tout d'abord, donc, suite à la mort de Navalny, pareil, c'est un sujet que je n'ai pas évoqué parce que, voilà, encore une fois, il y avait plein d'autres sujets que j'aurais pu évoquer, mais bon, il fallait aller au plus rapide, au plus concret. On a observé donc un retour de ce sentiment d'escalade, donc depuis cette mort de Navalny. De nouvelles livraisons d'armes, et puis Macron, cerise sur le gâteau, donc qui annonce que l'envoi de troupes au sol ne peut être exclu. Et ça va revenir avec ceux qui avaient vu ma vidéo sur Trump et Q de la dernière fois, mais j'ai encore d'autres éléments qui viennent encore enrichir cette vision. Donc ça, c'est le 26 février. Le 26 février, donc, Macron qui affirme donc que l'envoi de troupes occidentales à l'avenir ne peut être exclu. Donc là, on franchit un palier, ça tout le monde l'a compris que c'est un palier qui est franchi, c'est plus envoyer juste des munitions ou autre, c'est envoyer des soldats. Et envoyer des soldats, c'est clairement la Troisième Guerre mondiale. Mais le jour où Macron annonce que l'envoi de troupes en Ukraine ne peut être exclu, on a une information qui sort. La question c'est par qui, pourquoi à ce moment-là. On apprend du New York Times donc que 12 bases de la CIA ont été construites à la frontière russe depuis à peu près 2016. Ce qui vient casser complètement le narratif du la Russie a attaqué méchamment l'Ukraine qui était toute gentille. Non, en fait, il y avait des bases militaires de l'armée américaine qui étaient en Ukraine, sous couvert de la CIA, qui étaient à la frontière de la Russie. Encore une fois, on revient sur le glacis protecteur, il n'y a aucun glacis protecteur là. Et puis, en plus de cet argument-là, de ce fait-là, on a encore deux choses qui viennent d'arriver depuis. On a Victoria Nuland, donc qui est sous-secrétaire d'État pour les affaires politiques, qui va quitter ses fonctions. Et alors pourquoi est-ce que c'est important ? Tout simplement parce qu'elle avait joué un rôle important. Excusez-moi, j'ai du mal. Voilà. Elle avait joué donc un rôle important lors de la révolution de Maïdan en 2014. Ça fait le lien avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et c'est l'idée d'une retraite qui est donnée comme raison de son départ. Ce qu'on peut clairement douter en fonction de son âge, en fonction de plein de choses. Donc ce qui est à noter, c'est qu'elle est clairement liée au sujet de l'Ukraine de manière profonde. Elle est liée au coup d'état de Maïdan, encore une fois, et c'est aussi elle qui avait déclaré que Nord Stream serait détruit si la Russie envahissait l'Ukraine. Et pour ces données-là, je vous invite à regarder, alors je suis pas partisan, mais je vous invite à regarder donc les articles de François Asselineau sur Twitter, sur X, puisqu'il a fait tout un thread, on pourrait dire, donc qui mentionne un petit peu cette affaire. Et il essaie de nous expliquer en quoi c'est important que cette affaire sorte. Donc pourquoi est-ce qu'elle a été limogée, par qui et dans quelle intention ? Il faut savoir qu'actuellement il y a une possible enquête ouverte pour corruption, notamment donc sur ce sujet de l'Ukraine. C'est ce que nous dit Asselineau, d'ailleurs il prend les précautions, il nous dit non confirmé à ce stade, mais en tout cas il y a des possibilités pour que ce limogeage soit dû à des affaires de corruption. Or, c'est précisément pour ça qu'on l'avait mis à son poste. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, à l'époque, encourageaient le coup d'état de Maïdan, qui voulaient monter donc la Russie contre l'Ukraine et la forcer à réagir. Donc c'était des va-t-en-guerre, clairement. Mais ces personnes-là, visiblement, elles sont plus dans le même délire, puisqu'elles sont en train de limoger des personnes qu'elles ont mis là pour faire ça. Alors bien sûr, ça les dédouane eux-mêmes, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle pour éviter une escalade. Parce que c'est pas rien qu'une personne qui soit aussi impliquée et néfaste à la paix soit évincée à ce moment précis. Donc voilà, là je l'ai passé un petit peu vite ce point, mais je vous invite à aller voir donc sur X, sur François Asselineau ou sur d'autres sites comme vous voulez, mais c'est vrai que lui il en parle plutôt pas mal, il résume pas mal cette donnée.
Et puis, autre information encore, les fuites allemandes à propos d'un projet de missile visant le pont de Crimée. Donc on va le regarder ici sur un article du Monde. En Allemagne, le scandale des écoutes de la Luftwaffe par la Russie affaiblit Olaf Scholz. Donc l'opposition demande au chancelier de s'expliquer après la diffusion par Moscou d'une discussion entre officiers supérieurs de l'armée de l'air sur l'hypothèse d'une livraison à l'Ukraine de missiles de croisière Taurus. Je peux rapidement ajouter ceci à propos de la destruction du pont. Nous l'avons étudié de très près, et le pont, malheureusement, à cause de sa taille, ressemble à une piste d'atterrissage. Cela signifie que je pourrais avoir besoin de 10 ou 20 missiles. Il existe une possibilité selon laquelle le Taurus réussira à faire tomber le pont si vous visez les piliers. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est faire un trou et endommager le pont. Et avant de faire des grandes annonces, nous devons... Je ne défends pas l'idée du pont, je veux juste savoir ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? À quelle vitesse pourrons-nous les entraîner? Nous aurons donc besoin de leur donner les données de planification de la mission centralisée sur des images. Il faut aussi leur fournir données de la cible, nous les avons. Mais quand il s'agit d'objectifs aussi petits, il faut un peu plus de précision que sur le tableau de bord. Quand il s'agit d'objectifs confirmés, tout est plus facile et relativement rapide à planifier. Alors, moi, ce que je comprends de cette histoire, là, ce qu'on vient de découvrir, tous ensemble, et ça m'a frappé en écoutant cet enregistrement là maintenant, c'est que l'OTAN prend les décisions, fait les missions, prépare tout, le renseignement, information, plan, etc. Et ensuite, elle utilise les soldats ukrainiens comme chair à canon. Et là, c'est un peu le double discours qui s'effondre. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, hein, Macron il a été lâché par tous les dirigeants européens lorsqu'il a dit qu'il fallait envoyer des troupes au sol à l'Ukraine. Aucun pays n'a confirmé ça, donc il s'est retrouvé tout seul. Notamment l'Allemagne qui a tout de suite montré des signes positifs envers la Russie. Ja, Diplomaten statt Granaten ist der Satz, den wir gemeinsam skandieren in Richtung Kreml nach Moskau. Mais on apprend que sous le tapis, derrière le masque de l'Allemagne qui ne veut pas la guerre avec la Russie, eh bien on se rend compte qu'avec ses services de renseignement, elle joue un tout autre jeu. Mais ce qui est important, et c'est pour ça que je le mentionne, c'est que ce genre de choses, c'est ce qu'on pourrait appeler des faux drapeaux, très clairement. Hein. C'est-à-dire qu'on va faire des choses sous couvert d'organisations militaires secrètes ou sous couvert des services de renseignement pour embraser la situation et faire qu'un conflit mondial devienne en fait aux yeux de la population acceptable. Puisque, encore une fois, la population n'est pas pour la guerre, elle n'est jamais pour la guerre et on est obligé de la forcer, on est obligé de lui montrer des preuves irréfutables qu'on est obligé de faire la guerre parce que c'est vital pour nous. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que cette information sorte. C'est-à-dire qu'encore une fois, s'il n'y avait pas d'opposition au plan de l'État profond et qu'il pouvait avancer comme il voulait, etc., on aurait eu un faux drapeau comme ce qui était prévu là, mais on n'aurait jamais eu la fuite. Et là, on a des fuites qui arrivent de toutes parts. On a des fuites qui arrivent donc sur ce projet allemand. On a des fuites des bases de la CIA en Ukraine, et puis on limoge des personnes qui étaient des va-t-en-guerre et qui étaient mouillées jusqu'au cou dans cette affaire de Maïdan. Et puis, dernier élément en date qui vient de sortir, on a Emmanuel Macron donc, qui prône un soutien sans aucune limite à Kiev, et qui a été en fait tout de suite démenti, puisque Washington répond à Macron et rappelle que Zelensky n'a jamais demandé de combattants étrangers. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas demandé de combattants étrangers? Ils nous l'ont dit, si les soldats étrangers arrivaient demain, ils seraient confrontés à la même pénurie de munitions dramatique que les Ukrainiens. En 10 ans d'agression russe, jamais l'Ukraine n'a demandé l'envoi de troupes étrangères. Donc Macron qui pousse à ce scénario de guerre avec la Russie est à chaque fois démenti soit par ses alliés européens, soit tout simplement par l'Ukraine ou par Washington. Mais il pourrait mentir, pourquoi est-ce que Washington s'oppose à Macron ? Et pourquoi est-ce que l'Ukraine réaffirme également que ça ne changerait rien des soldats étrangers, puisque le gros problème c'est les pénuries de munitions, et qu'ils n'ont tout simplement jamais demandé l'envoi de troupes étrangères. Donc encore une fois, on voit bien que derrière la posture de Macron qui représente totalement l'État profond et les volontés de l'OTAN de rentrer en conflit militaire avec la Russie, on a derrière des poids politiques, militaires, qui viennent casser cette rhétorique à chaque fois qu'elle monte d'un cran. Et ça, c'est clairement positif, parce que ça nous montre qu'il y a des personnes au pouvoir, qui ont une influence et qui ont un pouvoir politique, qui refusent de partir dans cet engrenage. Donc, pour moi, je ne pense pas que nous nous dirigeons vers la Troisième Guerre mondiale. Déjà, c'est parce que les médias nous poussent vraiment à le penser.
Donc ça c'est un premier point. Ça fait longtemps qu'on agite cette menace. On nous la ramène plusieurs fois, mais on nous l'agite toujours, mais ça ne se produit pas. Et encore une fois, ça ne se produit pas par magie, mais parce qu'il y a des événements, il y a des fuites, il y a des personnes qui ont un pouvoir, qui arrivent à sortir des informations à des moments clés. Si vous n'avez pas l'information sur la CIA qui sort le même jour que l'allocution de Macron, ça vient pas casser sa dynamique. Peut-être que d'ailleurs d'autres pays auraient réagi différemment que comme ils ont réagi. Pareil pour le limogeage ici, et pareil pour la fuite allemande. Donc je pense qu'on agite ça donc pour plusieurs raisons. La première, c'est faire peur aux gens. Je pense que la crise du Covid a montré que les pouvoirs en place adoraient faire peur aux gens parce que ça demande une réaction des gens. Ça permet aussi de plus facilement les contrôler et de contrôler ce qu'ils pensent. Et puis, il y a eu plein d'autres choses sur lesquelles on nous a dit attention, c'est la catastrophe sur l'énergie, je pense, par exemple. Attention, on va plus avoir d'électricité. On nous a fait peur avec les punaises de lit, on nous a fait ensuite peur avec Israël, avec potentiellement encore une fois une troisième guerre mondiale. Donc moi j'ai un peu ce sentiment qu'on agite toutes sortes de peurs d'événements qui finalement ne se produisent jamais. Et on passe tout de suite d'une peur à une autre sans faire le deuil de cette peur. C'est-à-dire que on a fini le Covid qui était la peur absolue, mais finalement on est encore, la plupart on est encore là. Pareil pour l'énergie, finalement ça n'a pas été aussi dramatique que ce qu'on pouvait penser. D'ailleurs je le dis parce que moi je m'y étais préparé à ça et en fait je me suis rendu compte que finalement j'étais peut-être tombé dans un panneau parce que j'ai fait un peu les démarches pour devenir indépendant énergétiquement et tout ça. Je le regrette pas d'ailleurs, mais je veux dire que finalement il s'est rien passé de fou. À part avoir peut-être eu une coupure un hiver, c'est tout quoi. Mais par rapport à ce qu'on nous annonçait, ça n'a rien à voir. Hein. On nous annonçait qu'il y aurait même plus d'électricité pour les feux, pour les feux tricolores, pour la circulation, enfin bref, on nous agitait tellement de peurs qui finalement ne sont jamais produites. Donc je tiens vraiment à insister là-dessus, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui tombent un peu dans la peur ou dans le désespoir, mais moi j'ai envie de dire qu'il y a plein de choses qui sont factuelles, qui nous prouvent qu'en fait on n'a pas à être aussi désespéré et à avoir aussi peur et à nous sous-estimer parce que je pense qu'en face ils essayent de faire en sorte de nous montrer qu'ils sont extrêmement puissants alors qu'en fait ils ne le sont pas. Et c'est vrai que c'est toute la stratégie Sun Tzu, hein. C'est montrer que vous êtes faible lorsque vous êtes fort, et c'est montrer que vous êtes fort lorsque vous êtes faible. Et il me semble que depuis le Covid, ils font tout, mais absolument tout pour nous montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont imbattables, qu'il n'y a même pas d'opposition en face, et que c'est que de l'opposition contrôlée, que les gens, du coup, tombent dans la peur, et tombent dans la panique, et tombent dans le désespoir. Mais en fait, si on regarde les faits, ils sont pas du tout aussi puissants que ce qu'ils veulent nous montrer. Ça, je voulais vraiment insister, j'espère que vous m'avez bien entendu sur ce point. Et puis, après, je peux me tromper encore une fois, hein. Je suis pas là encore une fois pour dire que j'ai la vérité ou pour dire que j'ai tout compris ou autre, c'est une vision. Après, vous la partagez pas, il n'y a aucun souci. Et puis aussi, sans doute, le fait aussi de faire accepter la défaite de l'Occident. Parce que, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si l'Ukraine perd, c'est une défaite de l'Occident, il va falloir la faire accepter. Il va falloir trouver un narratif pour la population pour sauver un peu la face, d'accord ? Donc en argumentant qu'on a perdu la guerre, mais seulement parce qu'on n'a pas voulu embraser le monde, je trouve là un argument qui pourrait être facilement donné. Je dis pas que ce sera celui-là, hein, ça peut être plein d'autres, mais c'est vrai que c'est un argument qui me titille un petit peu. Maintenant, je ne nie pas qu'il y ait une volonté de pousser à la Troisième Guerre mondiale, clairement, pour certaines factions, Macron, certains dirigeants occidentaux qui poussent à ça. Mais comme on l'a vu sur le dernier point, ces efforts belliqueux sont rapidement mis à mal par un bloc qui ne veut pas de cette Troisième Guerre mondiale. Et donc pour vous expliquer cela, en fait, ça part du principe que l'OTAN est à l'agonie actuellement. Et comment est-ce qu'on pourrait annoncer ça, le fait que l'OTAN soit à l'agonie actuellement ? Tout d'abord, suite aux révélations de Mike Pence, qui ont fait du bruit, vous pouvez aller sur X et aller sur la page de Tucker Carlson, qui a fait l'interview avec Mike Pence, juste après celle de Vladimir Poutine. Et bien dans cette vidéo, c'est peut-être la vidéo qu'il faut voir en fait, parce que moi de l'avoir vu, et ça a fait le même effet par exemple pour Alexis de Radio-Québec, c'est que on arrivait à voir l'ensemble du plan, on arrivait à voir, de l'adversaire j'entends, on arrivait à voir l'ensemble du plan, on reconstituait les puzzles, on se rendait compte de comment est-ce que toute la censure s'est mise en place, pourquoi est-ce qu'on parle de désinformation russe aujourd'hui, bref, je vais essayer de vous faire un condensé de ça, mais voilà, condenser 1 heure qui sont super intéressantes en quelques minutes, c'est compliqué, je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo. Donc cette vidéo déjà, elle a fait 33 millions de vues, donc c'est quand même énorme.
Et donc c'est sans doute la vidéo vraiment la plus importante à voir. Ça vous permet de faire du lien. Donc on y apprend quoi? On y apprend que, donc d'un spécialiste mondial qui est Mike Benz, donc de cybernétique, que l'OTAN a longtemps utilisé des stratégies de déstabilisation dans d'autres pays. C'est ce qu'on appelait les révolutions colorées. D'accord? Donc dès qu'un dirigeant parvenait au pouvoir dans des pays qui ne nous plaisaient pas, et ben automatiquement on venait le remplacer. Et comment on le remplaçait? Il faut vous dire que dans ces pays-là, des pays très autoritaires, les médias sont complètement corrompus et donc vont aider le futur dirigeant. Donc la seule manière d'impacter sur ce pays, c'est de passer par Internet et d'utiliser la liberté d'expression pour manipuler l'opinion des gens et faire en sorte qu'ils élisent un autre président. Ou mener des révolutions, ce genre de choses. Mais d'abord, ça passe par l'endoctrinement. Et maintenant, ce qui se produit, c'est qu'en fait, toutes ces armes qu'elle a utilisées donc dans d'autres pays, pour le bien des États-Unis, eh bien aujourd'hui ça se retourne contre nous, ça se retourne contre l'Occident, contre les États-Unis, contre les pays d'Europe. Et donc les armes qu'elle utilisait avant donc dans ces pays-là, maintenant, c'est utilisé contre leur propre population. Et en fait, c'est ce qui vient expliquer plein de choses. C'est ce qui vient expliquer le Russiagate aux États-Unis, où on a accusé Trump donc d'être un agent russe, ce qui a permis, sous couvert de sécurité nationale, de lutte contre la désinformation russe. On en parle de plus en plus maintenant en Europe. C'est le sujet numéro 1, le danger numéro 1, c'est la désinformation russe. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils nous balancent tout ce narratif? C'est pas pour rien, parce que ça fait appel à la sécurité nationale, et comme c'est sous couvert de sécurité nationale, c'est open bar, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, comme écouter illégalement la campagne de Trump en 2016. Parce qu'en fait, ils partaient du postulat que Trump c'est un agent russe, donc il y a un président qui est dans notre pays, qui est un agent d'un autre pays, donc automatiquement, on est en capacité d'écouter sa campagne, on est en capacité de faire plein de choses, ou de le destituer. C'est ce qui explique aussi toute la censure sur Internet, parce qu'avant, l'OTAN se servait de la liberté d'expression sur Internet pour renverser donc, les dirigeants, et puis maintenant, ils ont changé de doctrine, puisqu'en fait, ils se sont rendus compte que depuis quelques années, eh bien, en fait, les personnes utilisent cette liberté d'expression d'une mauvaise façon. C'est-à-dire qu'ils commençaient à voter pour des personnes qu'on ne voulait pas. Par exemple, ils ont voté le Brexit au Royaume-Uni, ils ont voté pour Trump aux États-Unis en 2016. Donc là, ils se sont rendus compte que la liberté d'expression commençait à avoir un impact négatif sur leur propre plan, leur propre agenda, et c'est là qu'on est rentré dans une phase totalement haute, c'est-à-dire la censure d'Internet. Donc voilà, c'est vraiment, s'il y a une vidéo à voir, franchement, allez la voir, elle dure 1 heure sur la page de Tucker Carlson sur X. Ce qu'il faut savoir, c'est que, pourquoi je dis donc que l'OTAN est à l'agonie, parce que en plus de ça, on a Trump qui est le favori pour les prochaines élections, et lui, il veut complètement changer de cap, c'est-à-dire qu'il veut passer d'une OTAN qui s'étend de plus en plus sans arrêt, qui est devenue en fait depuis quelques années, c'est ce que disait un peu à son époque Kennedy, ou d'autres encore, sur le complexe militaro-industriel qui devient trop puissant. En fait, c'était quoi derrière ça? C'était l'OTAN. Et l'OTAN, c'est devenu une machine tellement incontrôlable qu'elle est pratiquement en capacité de produire des guerres sans le consentement des présidents aux États-Unis. Et Trump, lui, veut complètement casser cette OTAN qui s'ingère dans tous les conflits possibles, ici en Ukraine et puis plus tard peut-être à Taïwan. Et bien en fait, il veut en finir avec ça parce que c'est cause en fait de désordre complet et ça peut mener à la 3e guerre mondiale comme on le voit actuellement. Et de passer sur une position qui est indépendantiste, eh bien en fait, ça casse complètement les enjeux de l'État profond et du complexe militaro-industriel. C'est ce que j'ai évoqué, encore une fois, lors de ma dernière vidéo sur Trump et Q et l'opposition contrôlée. Et donc, si l'OTAN perd la guerre en Ukraine, c'est le dernier clou dans le cercueil. C'est pour ça qu'il y a cette volonté de 3e guerre mondiale. C'est pour ça qu'ils font vraiment tout pour rentrer en guerre contre la Russie et que ça dérape, parce qu'ils veulent cacher leur propre bilan. Ils sont clairement dans l'eau chaude, donc eux, leur seule solution, c'est la fuite en avant. President Putin actually sent a draft treaty that he wanted NATO to sign to promise no more NATO enlargement. That was what he sent us. And that was a precondition for not invade Ukraine. Of course, we didn't sign that. Hey. So he went to war to prevent NATO, more NATO close to his borders. C'est le mec de l'OTAN, ça. Enfin, c'est un... Stoltenberg. C'est pas n'importe... Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, là, le bonhomme? Il nous dit que la Russie a proposé un accord à l'OTAN pour arrêter son expansion, parce que si l'OTAN continue à expandre ses frontières, ça va poser un problème et la Russie se défendra. OK? Et le mec, il dit, bien sûr, on n'a pas signé ça, et après, machin. Maintenant, regardez comment les médias mainstream parlent de ça, et pensez au framework des armes.
war to prevent NATO, more NATO close to its borders. Donc le problème, c'est l'expansion de l'OTAN. D'accord? C'est la Russie, elle a un problème avec la politique expansionniste de l'OTAN. Écoutez les médias mainstream. Flashback. This is fundamentally not about NATO expansion. It was never about NATO enlargement. It's not about NATO. It's not about NATO expanding toward Russia. This was never about NATO. It's absolutely nothing to do with NATO expansionism. And it has nothing to do with NATO. This is not about NATO. It's not about NATO. It's not really about NATO. This is not about NATO. Seriously, it's not about NATO. This was never about NATO. It was never about NATO. Let's be honest. This doesn't have anything to do with NATO. Nothing to do with NATO at all. Yeah, he's claiming it's like security purposes, but we can see the clear reason. But NATO is not the reason. This is not about NATO expansion. This is about the democratic expansion. Et je tiens à préciser quand même que on en parle actuellement de risque de Troisième Guerre mondiale, de guerre nucléaire et tout ça. Eh bien, il y a des posts de Q qui parlent de ça. Alors encore une fois, Q ne le dit pas explicitement, c'est de l'interprétation qu'on peut en faire. Donc quand on est dans l'interprétation, il faut faire les warnings, attention, ce que je dis là est peut-être faux, c'est peut-être mal interprété. En tout cas, il parle beaucoup de notion de précipice. Il dit donc nous sommes donc au précipice, donc nous sommes dans le précipice, et là on dit swamp fighting back, donc c'est-à-dire que le marais est en train de contre-attaquer, il faut rester calme. Nous sommes là pour cette raison, et les patriotes sont en contrôle. Donc en fait, ce qui sous-entend, si on l'interprète bien dans le contexte actuel, c'est que l'humanité va être projetée jusqu'au précipice, c'est-à-dire la somme de toutes les peurs, comme le disait Q aussi. La somme de toutes les peurs, c'est quoi? C'est une guerre mondiale, une guerre atomique. Et donc, il en fait plusieurs de posts là-dessus, où il nous dit en fait tout simplement que, ça va permettre de réveiller les gens, en fait, sur ce qui se passe, encore une fois, comme avec la période du Covid. On est obligé de passer par cette phase-là pour se rendre compte qu'en fait, l'OTAN, c'est pas du tout ce qu'on pensait. C'est à cause de l'OTAN qu'il y a de la déstabilisation au niveau du monde et qu'on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale. Et donc, on nous dit, only at the precipice will people find to will to change. On en a encore un ici, only then, at the precipice, will people find the will to change. Encore une fois, donc c'est au précipice que les gens vont comprendre ce qui se passe et vont changer. Et quand les gens vont comprendre que l'OTAN, c'était pas du tout ce qu'ils pensaient, c'était pas une organisation militaire qui visait à défendre les démocraties partout dans le monde, mais plutôt à conquérir certains territoires, ou à rentrer en confrontation avec des pays tout simplement qui ne veulent pas avoir des bases de l'OTAN juste à leurs frontières, eh bien Q nous avertit de tout ça, il nous avertit qu'on va arriver à un moment du précipice. Donc si on l'interprète bien, encore une fois, on peut critiquer ça puisque c'est de l'interprétation, il n'y a aucun souci, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été analysé il y a très longtemps, ces posts de Q là sur le précipice, c'est des posts qui ont été analysés il y a longtemps, et il y avait plusieurs possibilités. Alors certains avaient parlé à l'époque du Covid, et puis d'autres se disaient, en fait la somme de toutes les peurs c'est quoi? C'est une guerre nucléaire, et bingo, on y est presque. Mais Q nous dit très clairement que dans cette phase-là, il va pas falloir avoir peur, il va falloir rester calme, parce qu'en fait tout ça c'est théâtralisé pour que l'OTAN se montre avec son vrai visage, et que les gens comprennent que l'OTAN c'est ce qui nous pousse vers la guerre, et que les gens demandent à ce que on arrête avec cette machine de guerre. Aujourd'hui, l'ennemi principal, c'est l'OTAN. Voilà, et je pense que c'est quand même le message positif de cette vidéo, c'est que, selon moi, on se dirige pas vers la Troisième Guerre mondiale. Je vous incite aussi à regarder d'autres chaînes qui ont essayé de décortiquer ce point-là, comme Radio-Québec, qui le fait très très bien. Ça fait depuis le début du conflit qu'il maintient cette position. Il est sûr qu'il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale, alors qu'il y a des moments où on s'en est rapproché, il y a des moments où on brandissait ce drapeau, attention, attention, et puis finalement il se passe rien. Et il se passe rien, même c'est pire que ça, c'est que les efforts qui sont déployés sont vite sapés en fait par des personnes qui ont des informations, qui ont du pouvoir, et qui permettent en fait de contrebalancer, et qui permettent d'empêcher que cette guerre ne s'embrase. Donc voilà, on finit sur cette bonne note. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça enrichira un petit peu le débat. Encore une fois, je vais pas le dire peut-être à toutes les vidéos, mais je suis pas là pour convaincre ceux qui sont pas d'accord avec ce que j'ai dit ici, il n'y a aucun souci. Vous pouvez mettre dans le commentaire les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi mettre les points sur lesquels j'ai peut-être fait des erreurs, il n'y a aucun souci. Et puis pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous aimeriez comme format. Est-ce que ce format-là, avec les cartes mentales, ça vous plaît, le fait d'être sur un seul thème, ou est-ce que vous préfériez peut-être plutôt une analyse de l'actualité un peu plus fréquente? Voilà. Merci à vous, et puis à très bientôt. Allez, bye.